Faut que j'enregistre par contre, sinon ça va pas aller. Ah, c'est bon, j'enregistre déjà. Très bien. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 221. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 221, enregistré ce vendredi 11 juin 2021. Avant-dernier de la saison 11 de Geeks League, parce qu'il y en a encore un après celui-là, et après on ira tous en vacances, voilà. Bienvenue à toi dans notre podcast tech qui sont la frite, la bière et le plastique fondu. Et oui, ce soir, nous allons parler d'impression 3D. Ce soir dans le Geeks League, donc, nous allons parler des news tech de la semaine. Nous recevons un invité qui est enable.lu, donc Jean-Philippe, on va un petit peu l'accueillir juste après. On va parler des différents types de jeux de société. Donc là, on va commencer avec les jeux Ameritrash. On va parler des recommandations de lecture pour l'été, et bien sûr les coups de cœur, coups de gueule, et le Super Dragon Quiz Point. Voilà. Écoutez, on va tout de suite se lancer dans ce petit Geeks League. C'est parti. Alors accrochez-vous confortablement à votre fauteuil de train, de voiture, de bureau, et montez le son. Allez, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs. Donc si comme eux, vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez tout simplement nous donner, allez sur tipeee.geeksleague, enfin sur Tipeee, vous cherchez Geeks League, et nous laissez un petit pourboire, voilà. Écoutez, on va tout de suite accueillir notre invité. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir à tous. Alors Jean-Philippe, on a une petite question qu'on pose à tous nos chroniqueurs, à tous nos invités, c'est qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Ouf. Ces 15 derniers jours, entre le fait de ranger mes consoles de jeux, que contrairement à vous, moi c'est vraiment mes consoles de jeux, dans le sens où je suis un vieux. Donc j'ai commencé avec les ZX81 pour vous donner un petit peu Oui, ça la vie. Donc va. j'ai tout rangé là-dessus et j'ai rangé mes vieilles consoles, j'ai rangé mes jeux et tout ça. Donc c'était ma partie geek de 15 derniers jours. D'accord. Nous, on a commencé avec la Nintendo, donc ça va. Ouah, Certains c'était d'entre nous. jeune. Et d'autres la Super Nintendo, je pense. Mais bon, voilà. Oh là là là. Ouais, la plupart d'entre nous, c'était comme sans doute la NES. Ouais, pour nous, c'est la NES, ouais. Nous avons Kylian ce soir. Bonsoir Kylian. Salut. Alors Kylian, Bonsoir. qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Moi, j'ai recommencé un peu de petites soirées jeux avec la famille, etc. Mais sinon, j'ai rejoué à un jeu Switch avec mes enfants, Keep Talking and Nobody Explode. Ah oui, c'est chouette. Moi, je trouve que c'est un très chouette jeu. Il est sur Switch, celui-là? Ouais, il est sur Switch, tu imprimes le manuel et D'accord. tu Bah peux le écoute, jouer. Et le format s'y prête très bien, d'accord, puisque je savais pas qu'il était sur Switch, tu vois, c'est marrant. Nous avons Grumpy ce soir. Bonsoir Grumpy. Bonsoir. Alors Grumpy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Un peu d'impression 3D, et puis pas grand-chose d'autre en fait. D'accord. Et nous avons Doc ce soir. Bonsoir Doc. Bonsoir. Alors Doc, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Alors j'ai enfin refait un Warcry en vrai dans le jardin en profitant du beau temps avec un ami et du coup ça m'a motivé à finir de peindre mes Caradron Overlords pour la Warband qui sont du coup tout peints et tout sympas. Un peu de lecture geek mais ça je vous en parle tout à l'heure. La série Invincible sur Amazon Prime, la série animée qui est très très chouette, je vous recommande. Et un tout petit peu de Pokémon Snap, le New Pokémon Snap sur Switch que je fais à coup de 10 minutes, un quart d'heure avec Zoé qui aime beaucoup regarder les Pokémon dans l'exploration. D'accord, très bien. Et on devait avoir Yves ce soir, mais il n'est pas là, je ne sais pas. Donc peut-être que ce sera la surprise. Il va peut-être apparaître. Peut-être qu'il va apparaître, on verra bien. Voilà. Voilà. Écoutez. Et toi, Wally? Écoutez, moi pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait de geek
geek. Bah écoutez, pas mal de bricolage, donc ça c'est pas très geek, mais pas mal de bricolage dans ma cour notamment. Ah si, on a quand même repris, mais ça sera, je vais en parler un petit peu après, mais on a commencé Pokémon Go avec ma femme, vu qu'il fait beau. Voilà, donc ça nous motive un petit peu. J'en reparlerai après dans mon coup de cœur, parce que c'est mon coup de Ceux cœur. qui donc, sont sur le Discord sont au courant. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Voilà. Et je suis un mauvais. J'ai pas présenté, j'ai pas remercié les tipeurs directement. Donc merci à. Du coup, ça fait ça. Sur ça. Merci à Grégory, merci à Nogero, merci à Cardar, merci à Rems, merci à Folzan, merci Dergonix et merci Pirkons. Voilà, merci à vous les gars. Écoutez, on va tout de suite se lancer avec les news tech de la semaine. C'est parti. Il y a Evolution Med qui dit ah, le retour de la sieste de Yves qui dure. Bah oui, peut-être. Hein. Peut-être qu'il est rentré, qu'il a fait la sieste. Et, on soupçonne qu'il a trouvé quelqu'un. Qu'il a trouvé quelqu'un. Je suis pas au courant. Ah oh. Je ne sais pas, mais Ah, tu penses que notre Yves est tombé amoureux. On verra bien. C'est l'enquête de. Vas-y, laisse tomber les news tech, balance tes rumeurs. Allez, on laisse tomber. On prend les news, les potins. Allez, go les go. Le compte à rebours est bientôt lancé. Le Prime Day de Amazon se déroulera le 21 et 22 juin 2021. Donc, si les French Day ne vous ont pas séduit, eh bien, sachez que le Prime Day va arriver. On vous alerte à chaque fois que c'est le Prime Day, mais vérifiez bien avec notamment un petit plugin qui s'appelle Keepa, qui s'installe dans le navigateur et en fait, il faut se méfier des fausses promotions. En fait, souvent à la Prime Day, les mecs boostent leur prix de 250 à 300 euros, ils font croire que c'est une promotion. Et en général, juste avant la Prime Day, les mecs boostent leur prix pour pouvoir faire après une super réduction. Donc pour empêcher ça, installez Keepa sur votre navigateur si ce n'est déjà fait. Ça va vous éviter de vous faire avoir dans ces fausses promotions, même si je sais pas si Amazon contrôle ce genre de choses, mais je crois pas en fait. C'est vraiment. Pas si contre grand chose. Mais qui passe, c'est trop bien parce que ça vous permet de suivre des prix, d'être alerté quand ça descend en dessous de votre seuil et surtout de voir l'évolution d'un prix. Et donc ça permet de voir, ce truc-là, il a jamais évolué, le prix est stable, je peux le prendre maintenant. Ou alors, tous les 3 mois, il est en promo, je vais attendre un peu, quoi. Voilà. Donc si vous voulez acheter des trucs sur Prime Day, faites juste attention. Je sais pas comment ils font Amazon, mais ils se démerdent toujours pour que ça arrive lors d'un week-end pluvieux. Ce qu'il va faire moche le week-end prochain. Ah, c'est vrai. Tu crois qu'ils ont un truc. Mais ça, c'est parce qu'ils ont des satellites, donc ils contrôlent la météo. contrôlent la météo, tout à fait. Ouais. Voilà. T'es l'homme le plus riche du monde, qu'est-ce que tu ne contrôles pas? Allez, news suivante. Nintendo Gallery. Ça n'intéresse sans doute que le fanboy que je suis, mais Nintendo a annoncé l'ouverture en 2023 d'un musée de Nintendo. Ce dernier se situerait à Kyoto, à 2 pas du siège, dans l'usine Douji Ogura, désolé pour la prononciation. Cette usine revêt un aspect historique puisque la marque puisqu'elle a été fondée en 1969 et qu'elle servait à la production de cartes à jouer, qui était le business initial de Nintendo, qui est le business de départ de la marque. Entre ça, le Super Nintendo World au parc Universalis et puis le Japon en général, va vraiment falloir que je me motive à aller là-bas visiter tout ça. Oui, voilà, donc c'est une excuse pour aller au Japon, tout simplement. Ouais. Ah une de plus. Ouais. Allez, news suivante. Europe, ma belle. Alors, ceci dit, n'était pas très inspiré, je suis désolé. Ça me rappelle une chanson quand j'étais en primaire. Europe, ma belle. On devait danser avec des petits drapeaux. Non, voilà. j'ai pas la ref. Ouais, non, mais personne là, à part moi, à part les gens qui étaient à l'école de Musson, à l'école primaire de Musson. L'Union européenne travaille sur une application commune pour accéder aux services publics et privés en ligne. Donc, ça sera un genre de coffre-fort sécurisé pour pouvoir mettre des trucs. Donc, il sera accessible à toutes les personnes souhaitant l'utiliser, tous citoyens qui sont dans l'UE. Il offrira des possibilités d'utilisation. C'est un portefeuille d'identité numérique, voilà, qui pourra être employé largement, mais alors j'ai pas trouvé beaucoup plus d'infos sur ce qu'on pourra vraiment y mettre. Au début, je trouvais que c'était pour mettre de la crypto. Je me dis tiens. En fait, non, apparemment, ça serait un peu plus pour mettre des moyens d'identification, des choses comme ça, un peu plus données. Ton casier judiciaire. Peut-être, ouais. Et les utilisateurs qui utiliseront ce portefeuille numérique pourront entièrement déterminer ce qu'ils mettent dessus ou pas, quoi. Voilà. Donc à voir. C'est une initiative que vous pouvez retrouver les liens, je peux le partager sur le site de la Commission européenne. Pourquoi pas. Maintenant, ça fait toujours un petit peu
peu peur de développement comme ça, mais on verra bien. Ouais. Tinder, sans mauvaise surprise. Fini les mauvaises surprises sur Tinder, puisqu'une nouvelle fonctionnalité permettra de bloquer ses contacts afin de ne pas risquer de matcher avec ces derniers. Vous ne pourrez donc plus tomber sur votre collègue de bureau, vos amis, votre ex ou votre femme en fait. Voilà, voilà. Bloquer ses contacts afin de pas contacter avec. Oui, donc Tinder demandera accès à tes contacts, donc tes contacts, leur numéro de téléphone, tout le tralala, et ça lui permettra de dire, ben tous ces gens-là, ils sont d'office éliminés des gens qu'on lui met à rencontrer. C'est pour Yves, c'est ça? C'est ça qu'on doit. Allez, news suivante. Les youtubeurs de la haine. Bon, une news un peu plus politique pour une fois. On fait jamais de politique d'habitude dans Geeks League, mais bon, là. Bon, on fait jamais de politique, c'est vrai. Oh, on a débordé une fois ou deux sur Donald Trump, des choses comme ça. Ah oui, mais bon, c'est pas de la politique. Voilà, c'est la politique française, donc ça nous rapproche un peu. Enfin, soit, une enquête est ouverte contre le youtubeur Papacito après sa vidéo où il simule le meurtre d'un gauchiste. Bon, en plus, moi j'ai regardé, je trouvais ça quand même extrêmement violent. Je trouve que ça n'a pas sa place sur internet, tout simplement. Donc voilà, après il y a tout le machin avec la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Après, c'est encore une autre histoire, mais en parlant vraiment de la vidéo la vidéo vraiment en tant que telle, ça n'a pas du tout sa place sur YouTube et même sur internet. Et surtout, YouTube a mis presque 24 heures à supprimer cette vidéo. Donc moi voilà, moi c'est un petit peu mon coup de gueule dans cette news, mais voilà, je trouve que c'est vraiment c'est pas terrible quoi. Je pense que YouTube manque un peu de contrôle à ce niveau-là. Micromania, bande de rapia. Micromania pense à vous, bande de pauvres, que vous êtes en proposant des consoles à la location. Vous pourrez ainsi louer une Switch ou une PS5 étant donné que vous n'arrivez pas à acheter une neuve. Et non pas parce que la PS5 vous la trouvez pas, mais bien parce que vous ne savez pas vous la payer. Et ben, si vous trouviez les nouveaux tarifs de Shadow PC un peu élevés, accrochez-vous bien parce que ça va piquer. Déjà, ce sont des locations, donc à la fin du contrat, il faudra rendre la console. C'est pas un renting ou un crédit, où à la fin, la console vous appartient, comme l'a proposé Xbox pour une nouvelle Xbox avec l'abonnement. Pour le prix, c'est là que ça commence à bien déconner. On commence à 17,49€ pour une PS5 par mois, plus un versement cam initial de 70€. Il faut pas l'oublier. Il est là à chaque fois. Je vais pas le redire, mais il est là à chaque fois. Et un engagement de 24 mois, donc 2 ans. Donc après 2 ans, vous aurez déboursé 472€ pour une console qui vous appartient pas et que vous aurez pu acheter 500€ neuve. Ah oui, tu l'as pas à la Et qu'il y a fin. des jeux au moins. Non, c'est la location de la console. Les offres plus onéreuses, avec soi-disant des avantages en plus, sont pires. Comptez 25€ par mois sur 2 ans pour le pro gamer, parce que vous êtes des gamers, les gars. Vous aurez droit à une deuxième manette, un bon d'achat de 40€, la PS5 qui vous appartient toujours pas, et l'extension de garantie qu'on essaie toujours de vous refourguer, mais que vous voulez pas par d'habitude. Bilan, 644€ sur 2 ans. Pour rappel, la PS5, c'est toujours que 500€ quand vous la trouvez. Je comprends pas comment on peut te fourguer une garantie en plus si tu loues. Bah, dans la location, en fait, si tu pètes ta console, il la remplace sans de la faire continuer à te faire payer un truc que t'as cassé. Dans le truc Ouais, de base, enfin, si tu c'est pètes une ta arnaque, console, quoi. tu continues sur tes 2 ans à payer ta console que t'as pété et que tu peux plus jouer, mais qui t'appartient pas à la fin. Enfin voilà, bref. La version Pro Gamer de l'offre. La version Pro Gamer de l'offre Switch vous coûtera quand même au final 225€ de plus qu'une console neuve sur 18 mois de contrat. Je vous ai déjà dit à la fin que la console vous appartenait pas. Enfin bref, passez votre chemin et fouillez cette enseigne de la honte. On rappelle que Micromania est dirigé par Satan, bien sûr. C'est pour ça. Et puis après, on s'étonne que les stores physiques sont en perte de vitesse. Mais ils visent qui avec ça? Ils visent les jeunes qui n'ont pas Je pense 500€, qu'ils visent les jeunes qui n'ont pas les thunes et qui n'ont pas veulent absolument 500€ la et qui console, veulent ouais, vraiment la et qui vont console. débourser ça par mois. Ils vont signer un contrat et puis voilà. Et puis, Ouais, et puis ils vont être engagés et ils ne seront pas le rompre sans Ouais, débourser. c'est scandaleux. C'est à la mode des vieux abonnements de GSM qu'on ne savait pas casser avant 2 Ouais, mois. exact. Ouais. La mamie. Ah, pardon. Bah oui. Vas-y. La mamie, le Facebook et les petits-enfants. Un tribunal aux Pays-Bas a condamné une mamie pour avoir posté des photos de ses petits-enfants sur Facebook sans l'accord des parents et refusé de les retirer sur demande de la mère. La situation a fini devant les tribunaux et mamie a perdu. Même si je comprends la décision de la Cour en termes de vie privée et de droit à l'image, je pense que les prochains dîners de famille vont être tendus, égard à celui qui voudra immortaliser le moment. Oui, enfin ça, c'est dans les familles où ça se passe pas bien, je pense. Oui, ça se Ouais, passe pas bien bah, déjà dès le départ. c'est surtout intéressant comme
comme jurisprudence de base, puisqu'en effet, les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents majeurs sur tout ce qui est droit à l'image et ces choses-là. Et, euh, et donc voilà, mettre des enfants sans l'accord des parents sur des réseaux comme Facebook, on voit bien le problème que ça peut poser. Et donc voilà, ça fait jurisprudence. Et aux Pays-Bas, où là, dans la loi, c'est bien écrit que ce genre de droit appartient aux parents et que c'est interdit noir sur blanc sans leur accord. Donc la même, il y a Les mêmes parents qui mettent les enfants, qui mettent tous leurs enfants sous différentes photos dans Là, Facebook. l'histoire ne le dit pas. Il y a des parents qui sont très attentifs à ça. Je peux comprendre que pour des parents attentifs à ne pas le faire, si un membre de la famille se permet et refuse de les retirer, que ça puisse poser problème. Mhm. Ouais. Bah merci, ça sera tout pour les news tech de cette semaine. Écoutez, il est temps maintenant de passer à la rubrique de l'invité. C'est parti, jingle. C'est juste une impression. Voici la vérité, c'est juste une impression. Elle crève les yeux, c'est juste une impression. Comme ça, ouais, c'est juste une impression. Petit Grumpy, je t'en prie. Ouais. Alors, donc l'invité d'aujourd'hui, c'est Jean-François de l'association Enable.lu. Donc, si j'ai bien compris, et tu confirmeras juste après, donc c'est une association luxembourgeoise pour Enable et qui imprime des mains en 3D, peut-être d'autres choses, je ne sais pas, pour les personnes ayant besoin de prothèses. Est-ce que tu peux du coup valider et te présenter peut-être un petit peu plus en profondeur? Alors, déjà, c'est Jean-Philippe. Ah pardon, excuse-moi. Encore une fois, c'est pas Wally, c'est moi. C'est pas grave, on a les questions, on peut le ban et continuer sans lui. C'est bon, t'inquiète pas. Non, oui, alors je fais bien partie de l'association donc Enable Luxembourg et également Enable Sarlor Luxbel. Et on fait partie donc du grand groupement Enable Monde. On fait bien des mains et des bras pour les personnes qui en ont besoin. C'est aussi bien des enfants à partir de, on va dire, 4-5 ans jusqu'à des personnes, il n'y a pas d'âge limite. C'est aussi bien en Belgique, on a eu des demandes pour la Belgique, on a déjà équipé des personnes en Belgique, des personnes sur le Luxembourg et des personnes, on va même maintenant en Venezuela et en Bolivie. Donc on s'est lié avec eux. Donc voilà, et les petites choses qu'on fait à côté, ben, c'est surtout des goodies pour pouvoir récupérer de l'argent qui vont toujours dans le même sens. Pouvoir offrir ces mains qui sont gratuites. Et est-ce qu'il y a des petites différences entre les différentes sections locales, je ne sais pas comment vous les appelez, les différents groupements, que ce soit Luxembourg, France, je sais pas, je suppose qu'il y a aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des différences ou est-ce que c'est le même esprit qui est là? Quelle est la différence par rapport au Enable Monde? Alors, l'esprit est toujours le même. Hein, on offre, la seule chose qui pourrait changer, c'est la structure. C'est-à-dire que quand on se retrouve avec des Enable France, par exemple, qui ont de très gros moyens financiers, il faut s'imaginer que ce sont entre guillemets, des entreprises avec des permanents, des sites web, des paiements, donc carrément avec des retours au niveau des impôts. Donc ce sont vraiment des structures qui sont costauds financièrement. Et tu as à côté de ça des différents Enable qui sont plus de l'artisanat, mais qui ont toujours cette optique d'offrir. Là-dessus, tu as aussi des Enable. On a créé avec un copain, on a créé Enable Bolivie. Donc tu t'imagines aussi que là, on n'a pas du tout les moyens financiers, donc on se rapproche après d'un modèle de nouveau artisanat avec les dons de ce qu'on peut récupérer. Enable Monde, ou même au niveau des États-Unis, ce sont vraiment des structures qui sont énormes. C'est des milliers de personnes, ce sont des fonds qui rentrent. Et donc, ça aide beaucoup plus aussi pour pouvoir offrir des mains, de pouvoir avoir aussi le cash pour pouvoir payer les mains électroniques, par exemple. Choses qui sont un peu plus délicates quand on n'a pas de fonds. Peut-être juste préciser, mais quand on parle de main, on parle de prothèses. De prothèses, Prothèses c'est ça. de main. Voilà, de prothèses de main, Oui. oui. Pour les gens qui accrochent, qui sont pas forcément renseignés, oui. Oui. On Oui, a de prothèses de main.
Voilà. Donc, c'est un petit peu donc justement on a parlé de main, etc. Enfin, est-ce que tu peux peut-être détailler un petit peu plus ce que c'est exactement, qu'est-ce que ça joue, quelle est la différence entre ce que vous créez et ce que on peut trouver de manière industrielle, si c'est le bon terme. Alors, les mains, donc tu as différentes approches. Tu as déjà l'approche où tu as... donc la main, c'est soit dû à un handicap, à un enfant qui naît avec un problème de main, donc peut-être pas de poignet, peut-être pas de doigt. Tu as également la personne qui a eu un accident. Donc ça, c'est déjà la base de travail. Là-dessus, pourquoi Enable existe? Il faut savoir que nos mains et bras, ce sont des aides. C'est-à-dire que tu as la partie que tu peux avoir un enfant, par exemple, la sécurité sociale. Là, je vais parler du côté français. La sécurité sociale ne va pas appareiller un enfant en dessous de 13-14 ans. Pourquoi? Parce que l'enfant grandit, ça casse et des choses comme ça. Donc là, il y a toute une partie d'enfants qu'on n'appareille pas. Tu as aussi le problème que, par exemple, pour la Belgique, il faut savoir que si une personne, on a eu le cas avec un ami de Liège, le système fait que la personne a toujours un reste à payer, reste à charge. Et le reste à charge, quand tu as eu les 2 bras qui ont été amputés, ben, il est énorme parce qu'il faut appareiller 2 bras et tu sais très bien qu'avec les allocations uniquement handicapées, ben, tu as très peu d'aides qui te permettent justement de payer le reste à charge. Donc là aussi, on se retrouve avec une population de personnes qui ne peuvent pas être appareillées du fait du coût. Alors, la grande différence, c'est que si tu passes par une prothèse, on va dire vraiment industrielle, tu vas chez ton médecin qui passe par un prothésiste, tu as une prothèse qui va pouvoir t'aller, va pouvoir t'aider, mais bien souvent, ce ne sont pas des prothèses qui sont mobiles, à savoir, c'est une prothèse qui va faire un semblant de bras, donc tu pourras dire bonjour, lever la main, baisser la main, mais tu n'auras pas tout ce qui est l'appréhension vraiment d'un objet. Si tu tapes sur ces prothèses qui sont des prothèses électroniques, on arrive vite à des sommes qui sont complètement folles et pas forcément, t'as pas forcément les moyens de nouveau avec un handicap de pouvoir payer ces prothèses-là. Le système Enable, c'est on crée une main en 3D avec un coût qui est complètement dérisoire et cette main-là va créer un système de préemption, donc vraiment de pouvoir saisir un objet. Il faut relativiser aussi, hein, ça ne va pas te permettre d'aller jouer au bowling. Hein. C'est vraiment pour pouvoir prendre un verre, pour pouvoir faire des choses très basiques. Si tu veux maintenant porter une grande bouteille de 1,5 litre, tu peux avoir un souci parce que tu vas avoir un problème de poids, tu vas avoir un problème de résistance. Donc ça, on travaille avec, par exemple, des écoles d'ingénieurs où on essaye d'améliorer ces choses-là. Donc là, on a des partenariats avec nos écoles d'ingénieurs. En gros, cette main basique, elle va te coûter, allez, si j'ôte les frais d'électricité, on en a pour 3-4 euros de main. Maintenant, on a les mains électroniques, donc là, qui permettent avec un Raspberry de pouvoir donner une illusion donc de saisir, de bouger avec le mouvement du bras, d'avoir vraiment une prothèse qui joue. Là-dessus, on tombe sur une prothèse qui serait aux alentours de... On a réussi à descendre, donc si on prend le coup avec le Raspberry, on en est à peu près à 80 euros si on prend un Raspberry à 50 euros. Donc on a les coûts électroniques qui sont vraiment les plus bas. C'est toujours moins cher qu'une prothèse médicale. Maintenant, comparons aussi ce qui est comparable. Hein. Là, on parle de choses qui sont, entre guillemets, faites à la maison, avec des doigts qu'on peut changer. Pourquoi? Parce que si ça vient à casser, on a les imprimantes qui peuvent les faire. On est une aide. On n'est pas un remplacement du système, quoi. Maintenant, quand on est dans des populations telles qu'on peut avoir au Venezuela ou en Bolivie, parce que là on a beaucoup de demandes, il faut s'imaginer que là, il n'y a rien. Donc, pour des enfants, c'est toujours mieux que rien.
Donc là, c'est vrai que ça aide beaucoup parce que ça permet justement de prendre une bête canette de Coca, quoi, sans citer de marque. J'avais une petite question. Je voulais faire le Oui. parallèle en fait avec. Il y avait la chaîne Marty, je sais pas, non, c'est Deus Ex Silicium, je sais pas si tu connais. Il a ouvert en fait, enfin, c'est un spécialiste de l'électronique, il avait ouvert une prothèse auditive. Et il avait conclu au final que ce qu'il y avait, les composants qu'il y avait dedans, ça valait pas le coût dont les prothèses étaient vendues. Et qu'au final, c'est les médecins qui se faisaient une énorme marge sur la prothèse, en fait. Est-ce que pour les prothèses médicales, c'est pareil, ou est-ce qu'il y a vraiment une pointe qui justifie le prix? Technologie qui justifie le prix. Ouais. Bah, justifier le prix, voilà. Si tu prends une prothèse médicale, tu as tout ce qui est le latex, toutes ces choses-là, qui coûtent quelque chose. Tu as les laboratoires qui, eux, ont fait toutes les analyses pour pouvoir avoir, ne serait-ce qu'avec les gyroscopes intégrés, des choses comme ça. Donc, tu as une technologie qui est très poussée. Maintenant, on arrive à avoir quelque chose de à peu près similaire avec un Raspberry. Je dis pas que c'est exagéré de l'autre côté, hein, parce qu'il y a dessus des moyens qui ont été mis en place, il y a des choses qui sont énormes, hein, il y a les laboratoires et tout ça. Après, de nouveau, faut voir. Peut-être qu'une prothèse médicale, pour avoir été visiter un centre des armées, où là, ils nous montraient vraiment des prothèses des sportifs, on n'est pas dans les mêmes gammes de produits. Par contre, l'électronique reste de l'électronique. Un Raspberry reste un Raspberry. Si tu vas chez ton petit commerçant du coin chercher ton électronique, une résistance restera le même prix. Après, tu as toute la structure. Tu as les coûts des ingénieurs, tu as les coûts du monteur, tu as toutes ces choses-là. Dans la durée, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire oui, c'est moins cher, ça serait peut-être utopique. Par contre, ça permet justement à une certaine population, c'est plus facile de sortir un billet de $50 ou de $100 que de sortir $4000 qu'ils n'ont pas, quoi. Bien sûr, oui. Par rapport à la vidéo de Deus Ex, il faut quand même se rendre compte que des trucs pharma ou des medical devices officiels vont avoir des process de validation, de certification qui sont très très lourds et très poussés, qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Dans mon boulot, on accompagne des sociétés autour de ça et c'est des coûts énormes en plus avec des standards très très poussés et très exigeants. Donc faut quand même se rendre compte qu'il y a tout ça caché derrière, que voilà, c'est quelqu'un qui voudrait faire une prothèse auditive dans son garage similaire. Il n'y aura pas que les coûts de l'électronique, il n'aura pas toute cette partie de validation et de certification qui est très importante. Ah voilà, c'était juste pour apporter un peu de... Justement, par rapport à la question de la résistance, donc dans la chatroom, on a posé la question de la durée de vie d'une prothèse et la différence par rapport à une prothèse médicale. Moi, je me posais la question simplement de la résistance. Tu as parlé au début de, par exemple, porter une bouteille d'eau d'1,5 litre, c'est trop, mais porter une canette de coca, donc la vie de tous les jours, ça aide, mais c'est pas la panacée. En termes de durée de vie, en termes de résistance par rapport aux gens qui ont, peut-être dans nos régions, je parle pas des pays défavorisés, mais plus nos régions, en termes de durée de vie et de vie de tous les jours, comment ça se passe? Est-ce que les gens doivent souvent se réparer Alors, oui, ils doivent souvent réparer. Il faut quand même se rendre compte que si tu connais comme moi l'impression 3D, suivant comment tu vas faire ton taux de remplissage, tu vas avoir des choses qui tiendront plus ou moins bien. On a des standards, on a des cahiers des charges qui ont été développés par Enable Monde. Après, il faut se rendre quand même à l'évidence. Ce sont des petites pièces en plastique, par exemple, qui sont tenues par des élastiques, les élastiques qu'on met dans les appareils dentaires. Donc, ça vous donne à peu près, au niveau des articulations des doigts, le type de résistance. Donc, c'est du plastique qui est sorti de l'imprimante 3D, qui est tenu par un élastique dentaire. Il ne faut pas non plus se leurrer. On n'en est pas non plus avec des choses qui sont avec des vis métalliques, avec tout ce qui peut aller avec.
une personne qui veut aller faire ses courses et qui sort de son supermarché, elle va vouloir prendre un sac de courses, un bête sac de courses. La prothèse, je suis pratiquement sûr qu'elle va lui lâcher parce que ça va faire une pression de 4-5 kilos au niveau des doigts. C'est pas adapté. Ça reste sur des choses qui sont vraiment du basique. C'est là où on arrive aussi avec une grosse différence entre ce que nous on peut faire et ce que le système médical peut faire. Là, on est vraiment dans l'accompagnement. Un enfant qui a entre 5 ans et 10 ans, tu viens avec une prothèse telle que nous on l'a fait, il vient casser quelque chose, ben voilà, on lance l'imprimante le soir, le lendemain matin, la main est refaite, quoi. Chose qu'il ne peut pas faire. De toute façon, il n'aura pas accès à ça dans certains pays, même chez nous, il n'a pas accès à ces choses-là parce qu'il est trop petit et la sécurité sociale ne voudra pas l'appareiller. Donc, je reste toujours sur mes gardes en disant attention, on peut mettre des mains, mais ce n'est pas une main, c'est vraiment une aide. Tu ne pourras pas aller faire du rallye avec cette main-là. La boîte de vitesse, tu laisseras la main sur la boîte de vitesse. Hein. Du coup, moi, je me posais une question. Est-ce que des associations avec que ce soit chez nous ou dans d'autres Enable, des associations avec des Fab Labs ou des choses qui ont des makerspace, qui ont peut-être des machines plus puissantes, qui permettent aussi avec de l'impression 3D, mais sur des machines qui permettent par exemple de faire de l'impression en poudre ou des choses comme ça, ou avec de la résine, est-ce que c'est pas plus résistant et du coup ça permet de faire plus? Je sais pas s'il y a des choses qui ont déjà été tentées. J'ai pas entendu de choses qui ont été tentées en résine. Le problème, c'est que la résine, ça commence. Alors, dans la vie de la 3D, hein, la résine commence vraiment à s'implanter de plus en plus. Les machines restent excessives. Le problème de la résine, c'est que alors, je vais reprendre différemment. Pour les mains, on utilise du PLA. Le PLA, on a pu tester, ça risque rien au niveau alimentaire, ça risque rien. La résine, on ne sait pas. De nouveau, la résine, est-ce que quand ça casse, la résine ne fait pas plus de dégâts que quand du PLA casse? Si c'est un enfant qui a une main en résine, est-ce qu'il ne va pas avoir des petites échardes, des choses comme ça? Là, le PLA, on sait que, on l'a tous vécu, hein, ça part en morceaux, c'est relativement, du moins, des fois ça part même pas en morceaux, ça casse, mais ça reste à fixer. On est sûr de notre process. Maintenant, demain, qui te dit que même dans un Fab Lab, hein, on va peut-être pouvoir se faire avec de l'impression ou même de la découpe, de la photodécoupe métallique, on va peut-être pouvoir se faire des mains qui seront beaucoup plus résistantes. Mais là, on arrivera peut-être aussi avec des contraintes mécaniques que nous ne pourrons pas gérer. Nous ne sommes pas médecins. Hein. Je suis mitigé sur la résine. Après, ça sera peut-être l'avenir. Hein. C'est une question qui m'est venue comme ça. Hein, alors, moi je me demandais, s'il y a une personne qui est en situation de handicap, que ce soit adulte ou que ce soit le parent d'un enfant, comment ça se passe? Est-ce qu'elle vous contacte directement? Est-ce qu'elle passe plutôt par un médecin, un hôpital, On est en dehors du système. Alors, en dehors du système médical, c'est Enable Luxembourg. Par chance, on travaille avec donc un chirurgien sur Luxembourg. Donc, si vraiment on se rend compte qu'on a une personne qui nécessite une consultation, nous ne sommes pas médecins, je le rappelle. Hein, nous sommes tous des employés dans différents systèmes. Donc, chacun a sa place et ça sera très bien. Donc, la personne nous contacte, on prend les photos. Hein, bien souvent, c'est ce qui se passe. Hein, on a des photos de la main avec donc tout un process hein, qui est bien défini. Et là-dessus, après, on lui fait la main. Ça sera jamais ton médecin qui va te contacter. Même si on essaye de s'implanter dans toutes ces structures-là, on n'est pas très bien vu dans le sens où on n'est pas on n'est pas du système médical. Donc, pour eux, attention, vous jouez avec des choses qui vous dépassent. Par contre, c'est pas pour autant qu'ils vont le faire pour l'enfant. C'est là où on est dans une situation un peu bizarre, quoi.
Donc là, ce qui se passe bien souvent, c'est des parents qui nous contactent, qui nous disent, voilà, mon enfant voudrait une main, est-ce que c'est faisable, pas faisable? Et puis une fois qu'on a décidé que euh, c'est faisable, ben, on voit avec le gamin qu'est-ce qu'il veut comme type de main, parce que là aussi, l'avantage, c'est qu'on peut lui faire des mains Spider-Man, Reine des Neiges et autres. Hein. Vous avez Chose qui n'est déjà pas eu? faisable avec un système médical. Oui, on en a eu déjà, par exemple pour le Venezuela, on a eu beaucoup de demandes d'enfants qui étaient bien particulières. Euh, C'était des Spider-Man hein, avec aussi des Superman. On a une petite fille qui voulait, c'était quoi elle? C'était Reine des Neiges, je crois. Et par contre, pour notre ami de Liège, lui, il voulait des couleurs un peu bizarres, mais bon, on lui a fait. Hein. Il est Ça- grand, il Vous a- voulait Il est liégeois. des vous avez, choses en aluminium. vous avez Il déjà est eu des marches arrière? Vous avez déjà pardon? eu des marches arrière des enfants qui se rétractent parce que les parents ont été consulter un médecin qui leur a déconseillé? Non, on n'a pas eu de là. Et de toute façon, une fois qu'on l'a donné, la main, Ouais. Oui, ils font ce qu'ils veulent avec. Hein. c'est, c'est- il faut voir quand même qu'on part sur quelque chose où l'enfant n'a rien, quoi. Ouais. Donc, par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas trop de demandes. Tant mieux, tant mieux. Ça veut dire que notre système fonctionne dans certains cas où les enfants ne savent, où les parents ne sont pas au courant. Euh, Peut-être plus parler du coup de la fabrication et peut-être de qui peut aider. Est-ce que n'importe qui a une imprimante 3D peut venir vous dire ah je sais imprimer, je suis disponible, ou est-ce que vous validez quand même un petit peu les compétences de la personne? Est-ce que il y a un process de contrôle qualité ou je ne sais pas Il y a tout à fait un contrôle hein, qui est fait en amont, c'est-à-dire que la personne va donc nous contacte et nous demande donc je veux devenir un maker. Ok. Donc là-dessus, on va lui dire bah, écoute, c'est simple, pour devenir un maker, il faut que tu nous fasses une main de test. Donc pour faire la main de test, hein, il va sur Internet, on lui donne les coordonnées et on lui demande également donc de respecter tout un process. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit imprimé avec tel degré, tel remplissage, telle chose, telle chose, telle chose. Euh, la personne pourrait truander en disant écoute, oui, je l'ai fait. Nous, n'ayant pas la main dans la main, on peut se douter que. Non, mais on peut se douter qu'elle peut faire comme elle veut. D'un autre côté, on a affaire à des personnes adultes. Il faut quand même se rendre compte que c'est ta responsabilité aussi qui est engagée après. Donc, si tu fais du n'importe quoi, c'est toi qui risques aussi d'avoir le problème avec l'enfant. Une fois qu'on a validé ça, donc on a la vidéo comme quoi la main elle fonctionne, on le demande aussi est-ce que la personne se valide au niveau donc Enable Monde, hein, donc c'est-à-dire qu'elle envoie la vidéo, et eux aussi ils ont un processus derrière de validation, ce qui permet à la fois de bien savoir que la personne ne fera pas n'importe quoi. Il y a toujours des failles, hein, ça c'est le système, mais je pense qu'une personne qui veut vraiment faire ça le fera correctement. C'est pas un jouet, hein. On est quand même avec des personnes qui sont en difficulté en face de nous. Si maintenant on a affaire à un petit loulou, bah, c'est qu'il a rien compris, quoi. et j'ai perdu ma question. Euh, Vous êtes nombreux, du coup, à Luxembourg? À Luxembourg, on est 5, on était 4 makers. Sur Metz, on a repris, on a fait Sarlor Luxbel. Pourquoi? Parce que là aussi, hein, c'est toute notre partie Belgique, Luxembourg, la France nous a un petit peu délaissés. C'est-à-dire qu'on avait avant un Enable Belgique qui a disparu. Pourquoi? Je ne sais pas. Il existe toujours hein, quelque part dans Internet un petit Enable Belgique. Après ça, on a vu aussi que quand on avait des demandes à tout ce qui était alors je dis notre pays, hein, donc Belgique, Luxembourg, France, c'est-à-dire la grosse région comme on dit chez nous, on était complètement vide. Il n'y avait rien, aucun maker, aucune demande, et on se rend compte qu'il y a des milliers de personnes,
des demandes potentielles. Donc là-dessus, on va dire que sur la grosse région, on est à peu près une dizaine de makers. D'accord, Et les demandes, on a eu à peu près 5-6 demandes. d'accord. Ce Oui, qui est pas beaucoup parce qu'on n'est pas connu, quoi. ouais, ouais. Et vous avez déjà fait un peu des démarches pour vous faire plus connaître, ou je sais pas, dans quel... Je sais pas, hein. Bah, le problème, c'est que Luxembourg, quand on a créé Luxembourg, on est tombé quelques temps après avec le Covid. Ah oui, c'est vrai que ça va Donc, aider. ça tombait pile poil. Donc, tout ce qui était les foires, les choses comme ça, c'est tombé à l'eau. On avait commencé à nouer des partenariats avec des écoles. Donc, bah là, tout ça reprend tout doucement. Mais bon, il y a toute une partie où, par exemple, en Belgique, on n'est pas du tout présent parce que on n'a pas de maker en Belgique. Et il faut être sur le terrain pour pouvoir se dire, voilà, j'ai une référence. Luxembourg, c'est pas loin, mais pour quelqu'un de Bruxelles, c'est trop loin. Hmm. Tant qu'on est près, du moins, on est dans les Ardennes, oui, c'est à vol d'oiseau, quoi. Mais de l'autre côté, on est trop loin. Donc, on essaye de se faire connaître. Moi, je pars toujours du principe que un enable Belgique peut avoir du sens. Pourquoi? Parce que ça reste dans la même culture, des gens qui sont proches. Il ne faut pas non plus que l'enfant ou l'adulte fasse, comme on a eu le cas avec notre ami Liège, qui est venu de Liège à Metz. Donc c'est quelqu'un qui l'a véhiculé et tout ça. Ça devient une aventure, quoi. Alors que si on avait eu un maker qui était proche, même ne serait-ce que voilà, même Bruxelles, c'était peut-être plus rapide ou des choses comme ça, quoi. Donc vous recrutez. Ah, mais c'est pas nous recrutons, Oui, c'est vous êtes ouvert. venez tous. Faites un Enable Belgique, ça sera super. Non, mais c'est des idées. Après, il faut voir s'il y a de la demande ou pas. Ça sert à rien non plus de créer une ASBL pour le plaisir de créer une ASBL. Hmm. Mais pour moi, il est normal d'avoir des gens un peu partout en Europe pour pouvoir, s'il y a une demande, de nouveau, éviter aux gens de se promener, quoi. Justement, en termes d'imprimante, j'ai retrouvé ma question. C'est parce que bon, on doit faire valider la main qu'on a imprimée, mais est-ce que c'est fonctionne, enfin, on sait imprimer avec n'importe quelle imprimante, ou il y a des modèles, par exemple bas de gamme, qui sont d'office éliminés parce qu'en fait la qualité n'est pas au rendez-vous, ou enfin, je sais pas, hein, je Alors, pose la question parce que, enfin, quand je compare avec quand j'ai fait l'impression de visière durant le Covid, comme beaucoup de gens qui ont une imprimante, on voyait quand même une différence entre ceux qui avaient une imprimante milieu haut de gamme et ceux qui avaient une imprimante pas chère du tout en termes de qualité. Du coup, est-ce alors, qu'il y a une sélection qui est faite en amont? Alors, il y a aussi les réglages avant la qualité, parce que tu peux avoir une imprimante bas de gamme avec quelqu'un qui maîtrise à fond les réglages de son imprimante et te sort quelque chose de super, et l'autre qui a acheté son imprimante à 5000 euros et qui te sort de la shrotte quelque chose de bien, quoi. Non, il faut rester aussi cohérent. Euh, il faut quand même qu'il y ait une personne qui ait quand même un petit peu d'expérience là-dedans. Si tu sors de chez ton fournisseur avec ton imprimante et que demain tu te dis je me lance là-dedans sans avoir fait tes centaines et tes centaines d'impressions pour avoir atteint un certain niveau d'expertise, ne viens pas. De nouveau, c'est des gens, tu as en face de toi quelqu'un qui est dans le besoin et quelqu'un pour lequel tu peux pas non plus faire une erreur. Euh, je comprends hein, l'envie de certains de se dire voilà, j'ai mon imprimante, demain je me lance là-dedans. Oui, tu peux le faire. On a eu le cas hein, d'une personne où on avait recalé 2 fois de l'impression en disant non, t'as pas le niveau. Il l'a quand même fait de son côté. Mais c'est plus avec la certification derrière, tu vois. Euh, Donc vous de avez une nouveau, c'est les certification? gens qui sont responsables. Ouais. Une pseudo-certification. C'est la certification Enable, et c'est là où on voit si la main elle est mal. Quand tu nous envoies la vidéo de ta main, on voit tout de suite si les impressions sont pas bonnes, si tu as des décalages, si Ouais. au visuel tu vois tout de suite si c'est pas lisse, bah, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'impression. Si jamais tu as les élastiques qui lâchent dès le début, tu peux dire ouais, ça passera pas, quoi. D'accord.
Moi, je pars toujours du principe que les gens savent ce qu'ils font et ils s'engagent, quoi. C'est naïf hein, comme vision, mais Bah, Ouais, après, non, quand je tu as c'est les comprends. parents qui sont en face de souvent le cas. Hein. toi, oui. Mais Même du moi, coup, de nouveau, quand tu as l'enfant qui est devant toi avec tes ouais. Mais du coup, en termes de responsabilité, imaginons, voilà, on fait quelque chose pour un enfant, puis il se met à rouler à vélo, sa main se casse pour une raison quelconque, il se pète la gueule à cause de ça. Est-ce qu'il y a entre guillemets, une responsabilité de la personne qui imprime, ou est-ce que, entre guillemets, du fait qu'il y a quand même une validation des capacités à imprimer de la personne par Enable, il y a une espèce de couverture qui est faite, ou comment ça se passe? Il n'y a aucune couverture de Nebel. En gros, c'est chacun pour soi. Faut partir du principe que si tu donnes la main, tu as donné la main. Donc, si maintenant la personne vient à faire du vélo et vient à tomber, si les parents portent plainte contre toi, euh, il vaut mieux que tu passes par une association. C'est-à-dire que quand tu as une association, quand c'est l'association par exemple Enable, nous on prend une assurance, tu vois. Et c'est l'association qui, si jamais il y a un souci, on a l'association. Maintenant, tu le fais toi demain dans ton garage et tu le donnes à ton petit voisin, il vient à tomber, bah, c'est ta responsabilité civile. Hein. Et là, ça intéresse que les parents soient conciliants. Ouais. Si les C'est parents ont pour déjà ça, il vaut mieux toujours passer par une ASBL. si c'est des parents qui ont À ce déjà porté niveau-là, plainte contre Oui. la grand-mère, attention, hein. ouais, Donne pas la truc. Hein. Voilà. à ce niveau-là, vous Non, avez mais une vous charte. voyez, c'est pour ça. Pardon. À ce niveau-là, vous avez Vas-y. une charte d'utilisation de la main qui justement cadrerait un peu ce qui est conseillé ou très déconseillé de faire pour éviter Non, ça justement. n'existe pas. Oui, je comprends. Cette charte-là n'existe pas. Mais ça, c'est la responsabilité de nouveau de chaque enable. Euh, Nous, on essaye de faire des chartes. Hein. De nouveau, on est tout jeune. Hein, donc, euh, les cas qu'on a eu d'enfants, c'était alors parti au Venezuela et parti en Amérique latine. Donc, là, c'est notre ami qui est là-bas qui lui, gère tout ça. Il faut voir que chez nous, c'est vrai qu'on est beaucoup plus procédurier pour des très bonnes raisons. Hein. On se protège tous. Euh, je déconseille fortement à une personne en voulant bien faire d'imprimer une main, de la donner, c'est sa responsabilité civile. Hein. Passez toujours par une ASBL, donc Enable, Belgique Enable, ce que vous voulez, mais protégez-vous légalement sur ce genre de choses. Peut-être que je vais trop loin, mais on ne sait jamais. Non, non, c'est des choses que beaucoup de makers se sont posées quand ils ont imprimé des visières et ce genre de choses. Enfin, pas assez à mon goût, mais parce que justement, ben voilà, il y a quand même des responsabilités potentielles derrière. Les visières, Justement, on était tous dans le même cas hein, pour les visières. Si jamais on avait eu un hôpital, hein, parce qu'on a tous donné des milliers de visières un peu partout, si on avait un hôpital qui portait plainte et qui arrivait à me démontrer, parce que nos visières c'était gentil, hein, on a aidé, mais nos visières n'étaient, avec le recul, hein, elles étaient peu adaptées par rapport à ce qu'elles protégeaient. On aurait pu, c'est vrai, se retrouver avec des gros problèmes. Et là, on faisait quoi? C'était toi, en tant que maker, qui te retrouvais au tribunal. Il n'y avait pas d'association à l'époque, hein, c'était chacun de nous qui avions ces visières et qu'on les donnait. Hein. Par chance, ça s'est bien passé. mais justement, par rapport au Covid, Enable Luxembourg, j'ai vu sur le site qu'ils avaient imprimé des visières. Mais est-ce que, du coup, ça a amené d'autres gens à s'intéresser à Enable du fait que vous faisiez quelque chose? Est-ce que, du coup, vous avez pu en parler un peu plus de autre chose que la visière, qui un petit peu qui était le sujet du moment. Mais du coup, est-ce que du fait que le Covid a mis en avant l'impression 3D par rapport à ça, est-ce que ça vous a amené un peu plus de visibilité ou une différence? Non? Rien du tout. Rien du Mhm. tout. De nouveau, après, tu sais, on a eu
les périodes où, de nouveau, on n'a pas pu communiquer et on n'a rencontré personne. On était dans nos bulles et on a peut-être loupé le coche, mais on n'avait pas la possibilité. Si on avait pu faire les visières, sortir et retrouver une vie normale, là, on aurait pu vraiment capitaliser là-dessus. Là, on est parti et les visières, voilà, on fait vivre l'association parce qu'on avait quand même des sponsors qui nous ont payé une imprimante, par exemple. Donc là, on leur a montré, ben voilà, vous nous avez donné quelque chose, mais en contrepartie, on a vraiment aidé nos prochains. Même en même cas pour les écoles qui avaient levé des fonds, ben on leur a dit, ça a permis de payer les réparations moteurs, les filaments, les choses comme ça. Ça nous a fait vivre le temps de la pandémie. Maintenant, on commence à recapitaliser, mais ce sera de nouveau sur les mains, pas sur les visières. Ouais. En dehors des mains, est-ce qu'il y a d'autres types de prothèses que vous faites? Le bras, c'est bras-main, ça fait partie de la chose, les doigts. On ne fait pas de prothèses, par exemple, de pieds, de jambes. Là, c'est des contraintes techniques. Il faut voir quand même que on fait de l'habillage, on peut avoir des prothèses qui font de l'habillage. Mais bon, pour un pied où quand tu vois que c'est 1 kg, ça équivaut à 5 kg au niveau donc, du pied, le PLA et le plastique ne sont pas adaptés à ce genre de produit. Là, il faut rester sur de l'aluminium, sur des trucs qui sont costauds. Le restant, non, on ne fait pas de prothèses, si ce n'est les prothèses pour le cosplay, mais ça reste pas de la prothèse. Et moi, j'avais une dernière question. Après, je laisserai les autres si jamais il y en a. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres associations du même genre que Enable? Parce qu'à ma connaissance, il n'y a que Enable qui fait ça, mais je me trompe peut-être. Alors, tu as alors, en France, on a énormément d'associations qui le font. Elles ne s'appellent pas toutes Enable, elles s'appellent Grenoble Handicap, des choses comme ça. Ils utilisent toujours le même système de la même main. Simplement, ils n'ont pas voulu rentrer dans le système Enable. Mais ils utilisent les mêmes choses. Après, c'est aussi des gens qui font de la recherche, qui se sont dit, écoute, sur telle université, on ne va pas vouloir dépendre de Enable parce qu'il y a des contraintes, des choses comme ça, et on veut notre liberté. Donc, c'est plus simple de faire, j'ai une bêtise, mais Université de Louvain, handicap main. Tu vois, et eux, après, ils sont tout seuls et ils font leur petit truc à partir de cette main-là qui te laisse quand même le champ libre pour tes recherches. Maintenant, il y a beaucoup d'associations qui existent en France. Mhm. Du coup, si les gens veulent... parce que bon, nos auditeurs sont surtout en Belgique et en France, on a un petit peu dans le reste du monde francophone, mais du coup, si jamais ils veulent se dire, j'ai une imprimante de qualité, j'ai un minimum de compétences, j'ai envie d'aider, comment est-ce qu'ils font? Le plus simple, c'est qu'ils me contactent. Alors, on a un petit problème maintenant de contact, c'est-à-dire qu'on n'a plus de site internet, parce que ça nous a coûté de l'argent et on n'avait pas de rentrée d'argent. Donc là, on est en train de recréer un site internet. On va essayer de trouver une version gratuite. Donc là, déjà, s'il y a des gens qui sont capables de nous faire un site internet gratuit, on est preneur. Du hosting ou du... Mais oui, ils contactent. Pour le hosting, je vais contacter quelqu'un. J'ai peut-être quelqu'un pour toi. Non, mais c'est des choses basiques. On avait récupéré de l'argent lors d'une collecte et ça est parti en frais divers et voilà. On arrivait au terme de l'argent. Donc, mais non, ils nous contactent. Ils peuvent même passer par au niveau de l'émission pour nous contacter. Ça sera avec un plaisir qu'on les contactera. Mais je peux laisser mes coordonnées et ils m'appellent et on voit comment on peut s'organiser. Il n'y a aucun souci. Ce qu'on peut faire, c'est que voilà, vous pouvez laisser un commentaire sous ce billet de ce podcast ou contacter Geeksly et nous on transmet, il n'y a aucun problème aussi, si jamais. Voilà. Mais après, on mettra peut-être quelque chose, un lien après sur le podcast quand vous aurez récupéré un contact. On a les liens Facebook parce que ça marche pas mal avec Facebook. Super. Ça marche super. Voilà, oui. Contactez-les sur Beaucoup de Facebook. demandes viennent par Facebook. Oui, au final, c'est pas plus mal, ouais.
Bah, merci beaucoup en tout cas, c'est vraiment intéressant. Je sais pas si vous avez d'autres questions, les chroniqueurs. Bah écoute, en tout cas, bah, merci beaucoup. Enfin, franchement, c'est un chouette projet, je trouve. C'est vraiment un chouette projet. Ouais, c'est vraiment chouette. Bah, n'hésitez pas aussi si vous voulez les contacter ou si vous voulez les aider, bon, à les contacter, quoi. Ils sont là pour ça. Voilà. Bah, merci à toi en tout cas, c'est vraiment un sujet très très intéressant. Merci bien, je vous laisse. Et puis bonne soirée. Bonne soirée, allez, salut. Salut. Soirée, merci. Merci. Ciao, ciao. Allez, nous on va continuer donc ce petit podcast. On va enchaîner avec un petit coup de cœur ou coup de gueule. Et bah, écoutez, on va commencer par Kylian. Oui, ok. Coup de cœur ou coup de gueule? Coup de gueule. Coup de gueule, c'est parti. Oui, un coup de gueule contre une série belge, Coyote, qui est passée sur la RTBF. Alors moi, je l'ai regardé parce que ça parle de scout et j'étais ancien scout. Et ça avait une ambiance un peu à la Fargo, à Frères Cohen, avec une histoire et puis un enchaînement. Et en fait, ça partait bien, les deux, trois premiers épisodes. Puis ça commence à se répéter. Et puis il y a une fin qui est nulle à chier. Et je trouve qu'ils n'ont pas poussé le concept du fiasco ou voilà, le concept des frères Cohen où ils l'ont pas poussé jusqu'au bout. Ils ont voulu faire absolument une happy end qui pour moi n'était pas nécessaire. Et donc voilà, je trouve c'est un coup de cœur, mais tu vois, j'aimais bien, puis ça a mal terminé. Voilà. Petite déception. D'accord. Bah merci beaucoup en tout cas. Allez, maintenant on va passer. On va parler de quoi maintenant? Je suis un peu perdu. Aidez-moi. On parle des Aidez-moi. jeux de société, Bah oui, des bah styles de mince, du jeux. coup, oui, du coup, Faire comme moi. j'ai mal géré. Du coup, on aura fait tout client en un coup. Pas grave. Allez, c'est Après, on parti. n'entend plus. Jingle client, c'est parti. Oui, donc comme tout nouveau chroniqueur, je dois faire un triptyque. Et sur une idée de Grumpy m'avait soufflé l'idée, mais pourquoi tu n'expliques pas un peu les jeux, les tendances, les styles, les catégories, les groupements, enfin bref, ça va être difficile. Déjà, on parle pas trop de style ou de catégories, mais on parle plutôt de tendances. Et donc, il y a deux tendances qui s'affrontent en jeu de société, qui sont d'un côté l'Améritrash, donc des jeux qui nous viennent principalement des États-Unis, qui ont un fort thème, vont plus dans l'affrontement, plus avec des dés, des cartes, Parce que Risk est et un Ameritrash. voilà, la Ok. RIS par exemple. Et de l'autre côté, la tendance Eurogame, la tendance des jeux à l'allemande, des jeux de gestion de ressources, de placement, de majorité. Donc on va être plus sur une mécanique plutôt au détriment du thème. Le thème est plus plaqué. Donc voilà, ça en fait deux. Et un triptyque, ça devait en faire trois. Donc le troisième, ce sera plutôt des jeux familiaux. Qu'est-ce qu'il y a comme style de jeux familiaux et qu'est-ce qu'il y a comme petits jeux. Voilà, les thèmes. Du Donc je coup, vais commencer par... moi j'ai une question, parce que tu nous parles là Attention, hein. de deux continents. Mais et quoi, et les autres continents, ils font pas de jeux de société? En fait, non, les deux gros, on va dire, précurseurs du jeu de société, c'est les États-Unis et l'Allemagne. Récemment, il y a le Japon. Et alors, le Japon, il se situerait plus dans cette troisième catégorie des jeux simples parce que le Japon fait plus des jeux minimalistes avec peu de règles. Donc voilà. Mais effectivement, moi, de ma connaissance, en Amérique du Sud, puisqu'on en a parlé assez longuement, je ne connais pas trop les jeux qui se produisent en Amérique du Sud Et en Afrique. ou même les jeux de société modernes. Voilà. Attention que En Afrique, il y a les jeux traditionnels, ça c'est connu, mais est-ce qu'ils produisent les éditeurs?
Voilà, ça va arriver, sans doute, ça va certainement arriver. C'est peut-être que le marché est encore un peu jeune là-bas. Voilà. Mais vraiment, les 2 styles qui s'opposent, c'est, le jeu plutôt allemand et américain parce qu'il y a un gros, passif, jeu de société dans ces 2 pays-là. Et donc, le premier parti, c'est sur les jeux Ameritrash, qu'on appelle Ameritrash, les jeux qui nous viennent des États-Unis, qu'on englobe dans la tendance Ameritrash. Mais trash, Et pourquoi? Parce que trash, c'est dire poubelle, non? parce que non, trash, ça veut dire, il y a des tonnes de matos. Ok, d'accord. Voilà. D'accord, Ouais. ok. J'ai eu oui, il y a pas de définition comme ça. Alors, ouais, je vais pas, sur ce triptyque, je vais sans doute pas être exhaustif. Oui. Je vais, voilà, c'est juste pour une occasion de discuter de vocabulaire ludique, de lancer des types de jeux, des styles de jeux, de les définir et peut-être de faire du name dropping d'éditeurs ou de jeux qui ont marqué, les esprits. Et donc, Monopoly, Ameritrash ou allemand? Jeu classique. Monopoly, ben, c'est clairement un jeu Ameritrash puisque au départ c'est un jeu qui vient des États-Unis. Voilà, donc ce soir, on vous parle des Monopoly. Mais Non, pas que. il y a pas que C'est- ça. c'est- Et à chaque fois, il me fait la blague. Lui, en fait, à chaque fois, il pense qu'il va faire sa chronique, c'est jeux de société, Monopoly, Uno. Alors, non, je vous parle plutôt de wargame. Donc parce que dans les années 80, les wargames, avaient vraiment la cote et nous venaient des États-Unis. Les wargames dans les années 80, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y avait pas de figurines. On jouait avec des petits pions posés tout plats et on déplaçait sur des cartes. Voilà, donc il y a qu'à voir les premières versions du Risk. Ah, ça, les Je vais échecs? pas revenir trop en arrière, mais le wargame, vers quoi il a dévié? Ben, on enlève le plateau du wargame et on obtient ce que Wally aime par-dessus tout, Warhammer. Parce qu'on a le jeu, de figurines façon Warhammer. C'est anglais. C'est anglais, mais ça a été fort poussé par Games Workshop est anglais? Games Workshop, c'est anglais, ouais, tout à Ouais, fait, c'est ouais. anglais. Ouais, alors, quand Non, je mais dis tendance Angleterre, les Ameritrash, Amériques. Oui, je vais vraiment, je dis oui, pas j'ai que tous compris. les jeux sont On sait américains. bien que l'Angleterre est plus proche des États-Unis que de l'Allemagne, hein, Oui, à c'est ça. choisir. Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, on garde le plateau, mais on réduit le nombre de figurines. On a le jeu d'escarmouche ou le jeu d'affrontement. Donc là, c'est un petit style. On pense à Mémoire 44, par exemple. Mhm. Mais c'est un petit style qui n'a pas eu, on va dire, de grands jeux euh, fédérateurs. Voilà. Peut-être le dernier Unmatch, qui est voilà, c'est un petit jeu d'escarmouche. Donc là, on est plus sur un format plus court. Et puis finalement, on a le 4X qui est pour Explore, Expand, Exploit et Exterminate. Donc là, on est dans un jeu de développement puis de conquête, où on va développer sa machine de guerre et on va conquérir les territoires comme un peu nos bons vieux RTS. Voilà. Donc, dans ces styles de jeu, on parle de jeu de conquête quand la partie développement elle est réduite au minimum. Et un jeu de conquête le plus ancien, c'est forcément le Risk. Mais on peut penser à d'autres jeux comme Dust ou voilà, c'est des jeux sur un plateau où on essaie de conquérir des territoires. Dans cette tendance Ameritrash qui est fortement liée au thème, on a aussi tout ce qui est un peu dérivé du jeu de rôle. Donc le jeu de rôle, c'était le grand truc des années 80. Et dans les années 90, ben, petit à petit, les joueurs de jeux de rôle ont voulu avoir la même chose en jeu de plateau. Et donc on a tout ce qui est dungeon crawler. Donc c'est vraiment un groupe d'aventuriers qui va explorer un donjon. Et le donjon, au début, était contrôlé par un maître du jeu. Donc on appelle ça les jeux de style dungeon crawler ou les jeux avec Overlord. HeroQuest, quoi, par exemple. HeroQuest, voilà, Descent, voilà. Descent, ouais. Euh,
Alors, du coup, il y a quelque chose qui est intéressant quand ils ont commencé à faire ces jeux, dungeon crawler, c'est la coopération, les jeux coopératifs. Donc, les jeux coopératifs, moi, je dirais pas que c'est un style, en lui-même parce qu'il est né il est bien né aux États-Unis, mais il a vite été récupéré un peu partout voilà, dans toutes les tendances. C'est plus une configuration de joueurs. Comme on dirait: «Je vais jouer à un jeu coopératif, je vais jouer à un jeu 2 joueurs». C'est plus une configuration de joueurs et donc en fait, pour moi, je suis assez jeune de ce que je me rappelle, dans l'univers des jeux de société, ce qui a vraiment marqué le début de l'avènement des jeux coopératifs, c'est, Pandémie. Pandémie, c'était, le jeu joue contre vous, les joueurs tous ensemble, à l'aide de Te cartes défonce la événements et gueule au cetera. début. Ouais, le jeu te défonce la gueule. Voilà. D'ailleurs, Donc, est-ce qu'ils ont vendu un peu plus de pandémie suite au Covid? Est-ce qu'ils ont fait une version Je sais pas, Covid? mais Est-ce qu'ils ont fait ça une faisait je version... deux sais temps pas, ça qu'ils marche faisaient, très bien Pandémie. Ouais. une version campagne qui marchait très très bien. Ouais, Pandémie T'as Legacy. Pandémie. Ils ont pas fait une version Ouais, qui Covid avait alors? plusieurs saisons. Le DLC Ouais. Covid. Voilà. Par rapport à ces jeux coopératifs, vous avez peut-être entendu parler de jeux semi-coopératifs. Alors ces jeux semi-coopératifs, c'est quoi? C'est des jeux avec un traître parmi le groupe de joueurs. Donc les premiers que je me souvienne, c'est Battlestar Ah Galactica ouais, j'allais dire pareil. de hein? T'en as pas? Ouais, si, si. Et pardon? Oui, c'est ça, c'est juste. J'avais le même exemple que toi. Ouais. Et Les Chevaliers de la Table Ronde par Days of Wonder. Mais Et donc Days c'est of quoi? C'est Wonder. un traître Dans, Je connais pas ces jeux-là. il y a un traître. Battle, Ouais, vas-y, je lequel te que tu suis. ne connais pas? Mais je veux dire, c'est des jeux vraiment avec un traître, donc tu parles pas des jeux avec un overlord où ça va être du coopératif Non. de 3-4 joueurs face à un overlord. C'est autre C'est chose un en fait. trait que tu ne connais pas. Un Tu félon. ne sais D'accord. pas un félon. Tu ne sais pas qui est le félon. Alors, il y a plusieurs variations intéressantes par rapport au jeu semi-coopératif. Il y a la variation où le traître est connu au début. Il y a la version où le traître est Potentiellement. la personne qui joue le traître le sait depuis le début. Ou il y a même la variation, et j'ai un excellent jeu là-dessus, où une personne peut devenir traître en piochant une carte. Battlestar Galactica, Et, c'est possible aussi, hein. À partir du milieu du ouais, jeu. je pense Ouais, que Battlestar ouais, Galactica, c'est comme ça. Ouais. ouais. Tout à fait. Et du coup, les jeux coopératifs mais avec un overlord dont je parlais, tu classes ça aussi comme dans la même catégorie ou c'est encore tout à fait autre chose? Ça, pour moi, c'est du dungeon crawler. Tu vois, je classe pas ça dans un semi-coopératif parce que tu es quand même. C'est pas un traître qui va essayer de casser la coopération. C'est plutôt quelqu'un qui va animer les ennemis. Et c'est souvent des jeux asymétriques. Sur base de scénario, Les ouais. jeux semi-coopératifs, t'es vraiment la personne a les mêmes règles pour se déplacer. Voilà, mais c'est simplement elle fait le bazar, un peu comme Ok. un Among Us. Euh, Ensuite, Du coup, les loups-garous de Terre-Lieu, c'est un semi-coopératif pour toi? Mhm. les loups-garous de tierce lieu, ouais, Ouais, c'est spécial, Quand je mais oui, parle d'Among Us, c'est quand même le lien. oui, c'est un peu, ouais. C'est il y a un plus un félon. party game. Ouais. Ouais, c'est plus un, voilà. D'ailleurs, si vous allez voir dans Kickstarter, vous allez voir, il y a pas mal de jeux coopératifs. Généralement, les jeux de la tendance Ameritrash avec beaucoup de figurines, c'est souvent du coopératif plutôt que ou alors de l'affrontement vraiment front contre front. Voilà. Et donc un Euh, très connu qui a vraiment bien marché, c'est Zombicide. Zombicide, par exemple. Si Ouais, on veut ouais. parler d'un exemple très connu. De coopératif, ouais. 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 Euh, Après, il y a 5 ans, plus ou moins, la tendance a un peu évolué et on a vu deux nouveaux types de jeux émerger. Ce qu'on appelle l'Eurotrash. Voilà. C'est-à-dire qu'on va coller une mécanique plus venant de l'autre tendance, gestion, placement de ressources, etc., sur un jeu de conquête ou un jeu d'affrontement. Donc on peut penser, par exemple, le premier que j'ai vu faire ça, c'est Cyclades, qui collait une mécanique d'enchère sur un jeu de contrôle de territoire, un jeu de conquête. Un autre style, et là qui nous vient des Amériques, c'est la tendance Legacy.
La tendance Legacy, c'est quoi? C'est des jeux à campagne et en fait, quand tu finis une partie, tu ouvres une petite enveloppe, Ah. tu, prends des autocollants et tu vas, modifier ton plateau, modifier tes cartes. Voilà, On parlait de tu vois? pandémie tout à l'heure, ben, Mais c'est le ça Pandémie marche très Legacy. fort. Pandémie a une version C'est Legacy, quoi? C'est exactement. My City, c'est ça? Alors, oui, My City, le Ah, truc, c'est que c'est vraiment le contre-exemple ah merde. parce que c'est le legacy qui a été se coller sur, l'autre tendance, D'accord. la tendance un peu voilà. Mais Mais au départ, ça vient vraiment des jeux avec beaucoup de figurines, beaucoup de gros plateaux et Pandémie Legacy, un typique exemple. On pense penser au Gloomhaven dont je vous ai déjà parlé. Ouais. Gloomhaven, je peux, coller des stickers sur mes cartes pour leur donner un petit avantage. Mais du coup, enfin, moi, ce que j'aime bien avec un jeu de société, c'est justement le côté, bah, tu peux reprendre la boîte et rejouer. Et c'est ce qui me dérange, par exemple, avec un Unlock ou d'autres jeux d'enquête, ou ici avec le Legacy, c'est que, en fait, une fois que tu l'as utilisé, tu perds un peu ce côté déjà fait. Avec le Legacy, ça évolue. Avec un jeu d'enquête, ça évolue pas, c'est fait, c'est fait. Mais je trouve ça un Alors, peu dommage de perdre ce je vais pas côté. défendre je vais pas défendre le Legacy parce que j'avais exactement la même réaction que toi. Maintenant, le truc, c'est que les histoires Legacy, tu as le plaisir aussi de, façonner le jeu à ta façon, en fonction de tes choix. Donc, voilà, ce que tu n'aurais pas avec un jeu qui n'est pas Legacy. Et puis, Tu ça s'adresse Et à de... des fans de jeux de société qui en ont des centaines et de toute façon, ils ne rejoueront pas 2 fois au même jeu de société. Donc, c'est pas Ouais, c'est grave. ça. Et puis aussi, même sans mais ça, un Legacy, tu le finis déjà en 40 parties, tu vois? Ouais. et Et c'est si tu le ça. finis. Il faut voir ça comme un jeu vidéo au final. De mémoire, Pandémie, c'est plus de 20 parties. Je crois que c'est une vingtaine de parties pour en arriver au bout. Ouais, Ben, au final, si tu comptes vraiment quelles personnes ont vraiment fait plus de 20 parties de Pandémie, c'est pas tant que ça de ceux qui ont acheté le c'est jeu, je pas tant que pense. ça. Et Exactement. après, tu as certains Legacy qui permettent aussi, et c'est le cas de Pandémie, il me semble, parce que quand j'avais regardé à l'époque, c'est le souvenir que j'en ai, mais qui vont te permettre de garder le jeu de base, c'est-à-dire que tu as toute une espèce d'aspect scénario qui va évoluer, mais même à la fin de la campagne de Legacy, il te reste le jeu pandémique de base. Donc au pire, tu as le jeu de base Ouais. plus un aspect scénarisé évolutif, donc tu t'y perds pas grand-chose, quoi. Mhm. Mais, heu, c en fait, le principe de Legacy, ça rappelle un petit peu, on l'a tous fait, en tant que geek. On faisait, nos jeux de société ou nos petits scénarios de jeux de rôle et on faisait, Des jeux de rôle, en fait, au hein. fur et à mesure, on rajoutait des éléments et cetera. Donc voilà. Heu, HeroQuest, je faisais on mes missions, mes Tu artefacts. faisais tes Ouais. missions, voilà. Tu faisais ta Ça amène vraiment customisation, Ouais. voilà. c'est vraiment amener le scénario d'un jeu de rôle, un jeu de société Ouais, qui ouais. fonctionne bien et du coup lui donner une dimension en plus comme ça. C'est d'ailleurs, un aspect important de ces jeux Legacy, c'est l'aspect narratif. Vous allez entendre beaucoup parler de jeux narratifs aussi. Le jeu narratif, il vient clairement du jeu de rôle et là, en fait, il y a pas vraiment de définition, mais ce qu'on retient du jeu narratif, c'est que vous allez, lire souvent des cartes avec des histoires ou des livrets et il y a vraiment une histoire qui se raconte. Donc, on a, par exemple, le Septième continent, si vous avez, déjà entendu parler de ce jeu. Donc le Septième continent, vous avez, vous vous déplacez sur des cartes carrées et vous lisez l'histoire et ensuite vous passez à la prochaine carte, vous relisez l'histoire et vous faites, comme ça sur la table tout un cheminement, tout le continent et vous explorez. Mais il y a vraiment une histoire qui se raconte sur le continent. Voilà. Donc, il y a vraiment, voilà, un des héritages, on va dire, du jeu de rôle, c'est le jeu narratif. Ça remplace pas forcément le jeu de rôle, qui permet une plus grande liberté, d'histoire, parce que les jeux narratifs, forcément, on est guidé par l'histoire qui a été faite par les créateurs du jeu, mais c'est un style à prendre en compte. Dans les autres styles qui nous viennent un petit peu, outre-Atlantique, je dirais qu'il y a les jeux de négociation, qui sont souvent un thème fort et qui vont, engendrer, la parole et des débats, de négociation et ce qui n'est pas trop représenté, au niveau des jeux, plutôt Eurogame. Donc on pense à Who is the Boss,
qui est le boss, où on devait négocier nos parts d'argent, nos parts d'actions, etc. Il y a aussi les jeux d'enfoirés. Les jeux d'enfoirés, par exemple, les Allemands, ils aiment pas trop les jeux d'enfoirés. C'est trop chaotique, c'est trop. Sur les forums C'est trop à français, leur souvent ils histoire. disaient des jeux de fils de puterie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire tu fais une crasse aux autres. Donc le plus connu, c'est Rencontre cosmique. Et Rencontre cosmique, par exemple, a été rethématisé avec Game of Thrones, sous le nom Game of Thrones, le jeu des trônes. Donc on a clairement, c'est aussi un des points forts des jeux qui nous viennent de cette tendance Ameritrash, tendance globale, hein. C'est que souvent, ils ont une licence, ils ont plus facilement accès aux licences que les jeux Eurogame. Donc on va avoir des jeux Walking Dead, des jeux Game of Thrones, des jeux Seigneur des Anneaux, plus facilement dans cette tendance. Alors moi je dirais que finalement, avant de finir, je veux faire un petit aparté sur le jeu de cartes, je l'inclus dans cette section. Alors certains diraient, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le jeu du style Ameritrash? Mais moi je trouve que les ressemblances, il y a parfois des ressemblances, parce qu'il y a souvent un grand thème qui est exploré dans les jeux de cartes. Et je parle de jeux de cartes à collectionner ou de jeux de cartes évolutifs. Ces jeux de cartes, en fait, souvent, les sensations sont les mêmes que, par exemple, les joueurs de jeux de figurines. Moi, j'étais toujours étonné, quand je faisais les tournois au club de Messancy, de me retrouver en bas avec Nono, et on avait un peu les mêmes réactions qu'on avait fait un top deck ou que lui avait lancé On ne veut pas savoir ce que un tu faisais en dé bas avec chanceux, Nono. tu vois. Gardez ça Tu entre veux nous. pas savoir? Ok, ça va. Donc, dans cette tendance de jeu de cartes, on a le jeu de cartes à collectionner. Et là, Magic écrase tout. Il n'y a pas vraiment de concurrent réel. Euh, on a le jeu de Pokémon Pokémon un petit peu. Ouais, ouais. et à l'autre, allez, aidez-moi. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh, ouais, aussi, Ouais, ouais. là, Yu-Gi-Oh! Ouais. Ouais, c'est ça. On a le jeu de cartes évolutif. Là, c'est une tendance qui avait été lancée par Fantasy Flight Game. Où en fait, tu construisais tes decks, mais quand tu achetais une extension, tu étais sûr de ce que tu avais acheté. C'était pas des boosters un peu random. Donc, on a eu Android Netrunner, le truc avec la légende des 5 anneaux, Doomtown. Doomtown, c'est basé sur le jeu de rôle. C'est comment le jeu de rôle sur le western là? Deadlands. Ouais, c'est ça, merci. Oui. Deadlands. Voilà. Deadland, ouais. Et puis plus récemment, on a le jeu de cartes unique, par exemple avec Keyforge, qui est un petit peu où tu achètes un deck, il est jouable comme ça, tu ne le construis pas. Ça, c'est un peu pour jouer vite. Voilà. Donc tous ces jeux de cartes, ils développent un univers fort. Et on va plus, par exemple, dans les salons, on va plus les retrouver à côté des gros jeux à figurines. Voilà. Puis on a aussi les jeux de deck building. Attention, et ça, voilà une petite définition pour Grumpy. Qu'est-ce qu'un jeu de deck building? Attention, un jeu de deck building, c'est pas la même chose que faire du deck building. Faire du deck building, c'est Wally qui prépare son deck bien sagement à la maison avec les meilleures cartes Magic. Un jeu de deck building, C'est Dominion. par exemple, Dominion, c'est tu Time construis Master. ton deck en même temps que jouer, grâce à un système de rivière où tu achètes tes cartes. Voilà. Plus récemment, Star Realms, qui est sur un thème Oui, d'affrontement meilleur spatial. deck building sans carte au monde. Avec Oui, des il y a dés. aussi le deck building Warrior. avec les dés, Warriors. Oui, il y a aussi le deck building avec les dés. Mais qui a été aussi dérivé en style jeu de cartes à collectionner, où là, du coup, tu fais du deck building sans que ce soit un deck building comme avec les cartes Magic, puisqu'ils font plein de thématiques avec des Spider-Man et autres, et où tu vas du coup créer ton deck en achetant des Oui, boosters. c'est Dice Master. Et- Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi? Ouais, C'est une évolution de Warrior, en fait, hein. ouais, c'est une évolution de Warrior. Ouais. C'est les mêmes qui les font, d'ailleurs. Donc voilà. Alors, en résumé, je vais m'arrêter là.
parce que je suis déjà assez long, la tendance Ameritrash, on a 4 Walid, fais grandes... pas de gros yeux, t'inquiète. C'est bon. Non, ça va. On a 4 grands styles. Le jeu d'affrontement Wargame, où là, ça va être du conflit. On pense à Warhammer, mais dans les Kickstarter, il doit y avoir des jeux, c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt dans le jeu d'escarmouche assez léger, efficace et vite fait. Mais dans les Kickstarter, il y a certainement des jeux où on développe son armée. Je pense aussi à Battlelore pour Days of Wonder qui faisait ça. Dis rien. Days of Wonder a été un précurseur en France d'importer les jeux de cette tendance-là, puisqu'ils avaient fait Mémoire 44, Battlelore, etc. Le jeu Dungeon Crawler, donc là où on retrouve la sensation de parcourir avec un groupe de joueurs un donjon et d'affronter un maître du donjon. Le jeu narratif Legacy, qui est vraiment en plein boom pour l'instant. Et puis le jeu de cartes plutôt à collectionner, pas évidemment le petit jeu de cartes de pli, mais le jeu de cartes à collectionner comme Magic, Pokémon et les JCE qui sont pour l'instant en perte de vitesse. Les JCE. On n'a pas Voilà, beaucoup de titres, j'espère hein, que oui, voilà, si vous êtes intéressé par ces genres de jeux à forte thématique, euh, euh, voici quelques éditeurs. Donc, vous pouvez regarder du côté de Fantasy Flight Game, qui est vraiment le plus prolifique. Vous pouvez regarder aussi du côté de JMT, plus spécialisé Wargame. Vous pouvez regarder aussi du côté de Cool Mini or Not, qui est une boîte qui fait des jeux à forte thématique et qui n'hésite pas à aller chercher des licences comme Le Parrain ou d'autres, mais des jeux plus accessibles. Voilà. Vous pouvez regarder aussi du côté de Colossal Games, qui font des jeux plutôt de conquête, de 4X, etc., de conquête de territoire, et qui sont souvent localisés par Matago. Et vous en avez d'autres? Wizard of the Coast. Wizard of the Coast, évidemment, oui. Ouais. Ouais. Non. Après, Voilà. c'est pas nous les Moi, spécialistes. par contre, Oui. Ouais. moi, j'avais des questions plus Vas-y. par rapport aux licences, parce que tu disais les jeux américains ont plus facile accès aux licences, etc. Moi, je trouve que souvent, c'est contre-productif parce que j'ai souvent été déçu par des jeux à licence. Parce que, en tant que personne qui aime les jeux de société, je m'intéresse d'abord à la mécanique, etc. Avant de m'intéresser à la licence qu'il y a derrière. À part, oui, si le thème me déplaît complètement, genre les zombies, j'en ai rien à battre. Mais en dehors de ça, c'est la mécanique que je vise d'abord, avant la licence. Et il n'y a rien de pire, je trouve, que de tomber sur un jeu qui a une super bonne licence, et puis en fait, derrière, c'est tout pourrave. C'est la même chose que dans les jeux vidéo. Le nombre de jeux vidéo avec une forte licence, et que derrière, c'est juste de la merde qui va vendre. Ça pourrait faire une Je trouve chronique, ça ça. assez Ça pourrait faire une désagréable, quoi. chronique, les jeux de société avec des fortes licences, mais des Avec jeux des tout jeux. pourris. Ou le contraire. Et Je je pense vais juste qu'on répondre. Des Je vais jeux. juste prend un peu le répondre. problème à l'envers. Hein. Ah, vas-y, J'ai réponds. juste répondu à Wally. En fait, il y a deux aspects par rapport aux licences. C'est vrai que les éditeurs américains ont plus facilement accès aux licences, mais il y a aussi l'aspect que une licence, c'est un thème fort. Et un thème fort, si tu le mets sur un jeu de la tendance Eurogame, c'est un thème plaqué. En fait, tu remplaces le thème comme tu veux sur un jeu à tendance Eurogame. Donc voilà. Après, euh, sur les jeux à tendance améritage, d'affrontement, etc., ça peut sentir aussi le plaqué ou ça peut ne pas être bien intégré. Et ça, c'est des déceptions que vois, c'était des déceptions. Mais faire attention que quand tu achètes un jeu avec une licence, regarde un peu la mécanique derrière. Est-ce que c'est vraiment un jeu à forte thème ou est-ce que c'est plutôt un jeu qui va privilégier une mécanique? Si c'est un jeu qui privilégie une mécanique, pourquoi avoir mis la licence? Et moi, j'ai Mhm. l'impression qu'on prend le problème à l'envers. C'est Oui. que on est tous quand même des joueurs et amateurs de jeux de société à différents degrés autour de cette table. Et les jeux à licence, c'est avant tout des licences. Et donc ça va s'adresser beaucoup aussi aux gens qui ne sont pas de base des grands amateurs de jeux de société. Et ça pourrait les amener à s'intéresser un peu plus aux jeux de société, à ce qui se fait de manière moderne. Et en dehors du Monopoly qu'ils ont l'habitude ou le souvenir.
Et donc, même si le jeu au final est moins bon que le jeu dont il est tiré, s'il est au minimum correct, ça peut être une porte d'entrée pour plein de gens qui, à travers la licence, vont venir vers le jeu de société. Est-ce que à fait. vraiment un jeu vidéo qui est lié à une licence et qui est tout pourri amène les gens vers les jeux Mais vidéo? il Quand même faut des pas que le jeu soit une catastrophe, mais s'il est ouais, ne mais ça serait-ce qu'au moins moyen ou bon, même s'il est moins bien que l'original sans la licence, ça va être une porte d'entrée. Attention que les licences, il y a 10 ans, elles étaient vraiment, sur des jeux pourris. Maintenant, je crois que les les grands marketing de grandes licences ont compris que, il valait mieux, demander à un éditeur reconnu ou un bon auteur de mettre notre licence sur un jeu comme ça, que de vendre un jeu, licence développé par 3 mecs qui ne connaissaient rien, du jeu de société dans leur studio. Et franchement, les derniers jeux à licence que j'ai vus, Heu, c'est sûr qu'ils vont récupérer d'abord un jeu qui a bien marché et vont lui mettre une licence, heu et finalement, si le jeu a déjà bien marché sans licence, c'est que du bon. Ça veut dire que la personne que Guillaume, disait, que Doc disait, la personne qui n'y connaît rien, elle va récupérer quand même un bon jeu. Et franchement, ils sont en train de changer leur politique, hein, là-dessus. Ils sont en mmh, train de plutôt faire des rééditions de jeux qui ont très bien marché et coller une licence que d'essayer, une expérimentation, un peu bizarre. peut-être que c'est moi qui suis encore dans le passé sur ce coup-là. Allez, Ah, une dernière question. T'as dit qu'il y avait des jeux vas-y. Eurotrash, mais est-ce qu'il y a des jeux America Game? Non, non, mais non. D'accord. L'Eurotrash, c'est vraiment le mix entre les 2 Ah tendances. oui, du coup, dans Après l'inverse, je me dis pas. Ce qui- ouais, ouais, voilà. Voilà, c'était un piège, une question. Merci en tout Il y en a cas. peut-être qui arrivent moins De chez rien. nous et qu'on connaît moins. Peut-être, oui. Merci beaucoup. Et donc, la suite de ce triptyque, ce sera pour la rentrée. Septembre, En la septembre. rentrée, oui. Voilà, oui, la rentrée. Ouais. Et franchement, c'était super intéressant parce que je ne savais pas qu'il y avait toutes ces définitions qui existaient. Les styles. Tout à fait. Abonneur Grumpy, un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule? Petit coup de cœur, moi. Alors, mon coup de cœur, c'est un coup d'appétit, en fait, pour un truc que j'ai goûté hier, qui est une tuerie absolue, qui est ceci. C'est un petit cuberdon, enfin un petit cuberdon, c'est taille standard, au miel et qui est à tomber par terre. C'est une tuerie, c'est horrible à manger, c'est vraiment bon. Et c'est, pour l'instant, il n'y a qu'un seul endroit où on les trouve, du côté de Namur, et c'est vraiment bon. Alors les Français, les cuberdons, ils connaissent peut-être pas, mais à la base, cuberdon, c'est une confiserie assez connue en Belgique, à la framboise, et puis il y a eu toutes sortes de dérivés. Et puis ben, ici, il y en a au miel. C'est des Voilà. petits Et, cônes de sucre remplis avec ouais. un petit sirop à Un l'intérieur. peu C'est gélatineux. délicieux. Et ici, c'est Maison Fischer pour ceux qui veulent aller en acheter. Mais est-ce que faire une recommandation de bouffe alors qu'on est en Discord et pas autour d'une table à pouvoir nous faire partager Ah, et ça, goûter c'est ces trucs-là, salaud. c'est pas un ban de l'équipe ça? Ouais, ça c'est. Du coup, pour la rentrée, Grumpy nous apporte des cuperdons au miel de chez Fischer. Il y en a encore, Oh, parce que vu la vitesse à laquelle ça part. enfin, s'il y en a plus, il nous amènera des Ça autres tient en cuperdons. racheter. On n'est pas Non, non, mais regardant. je parle chez le fournisseur, qu'il n'y Ah, en a Ah bah, plus. il fera un autre goût. on faudra un autre fournisseur. Mais non, il n'y en a pas. Il les mange devant On nous est en folle. plus. Oh là là, ça y est, il a Ouais. la bouche Bon, pleine. Marc, vas-y, Allez, vire-le du allez. Discord. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il fera pas de point au Dragon qui spawn comme ça. Cachez-moi ce cuperdon que je ne peux voir. Euh, Allez, maintenant c'est Doc qui va nous faire ses recommandations de livres pour l'été. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous faire 3 petites recommandations de lecture. Ce sera une BD et 2 mangas, non pas de comics ce coup-ci, enfin pas tout à fait, on en reparle à la fin. Ma première recommandation, ce sera donc une bande dessinée, et c'est L'homme qui inventait le monde.
et qui est en fait une BD sortie il y a 1 ou 2 mois de Rodolphe au scénario et Bertrand Marchal au dessin. C'est une BD de science-fiction éditée chez Dargo. C'est un one-shot, donc c'est une BD toute seule où il n'y aura pas de suite, donc ça c'est toujours un peu appréciable de ne pas commencer des longues séries. Et donc pour le petit synopsis, le petit résumé, la Terre fait face à des extraterrestres dans un combat au sein du système solaire et malheureusement elle perd. Pendant ce temps-là, le capitaine John Bowman, navigateur, se repose sur Terre après avoir vécu un incident lors d'une précédente mission, ce qui pourrait bien changer le cours de la guerre. Alors c'est un petit scénario SF très sympathique, avec un dessin réaliste que j'apprécie beaucoup, qui se laissera très tranquillement lire au bord de la piscine ou pendant vos vacances. Alors Ça m'intéresse. Oui. Pour ma deuxième recommandation, ce sera donc un manga, et c'est un manga que j'ai découvert tout récemment, qui s'appelle L'Atelier des Sorciers. C'est un manga seinen de chez l'éditeur Pika. Au scénario et au dessin, on retrouve Shirahama Kamome, désolé pour la prononciation encore une fois. C'est paru, c'est en cours, c'est une série en cours qui a démarré en 2018. On est arrivé à 8 tomes pour le moment. Et donc pour le synopsis, Coco a toujours été fasciné par la magie, et là, seuls les sorciers peuvent pratiquer cet art, et les élus sont choisis dès la naissance. Un jour, Kifrey, un sorcier, arrive dans le village de la jeune fille. En l'espionnant, Coco comprend alors la véritable nature de la magie, et se rappelle d'un livre de magie et d'un encrier qu'elle a acheté à un mystérieux inconnu quand elle était enfant. Elle s'exerce alors en cachette, mais dans son ignorance, elle commet un acte tragique. Dès lors, elle devient la disciple de Kifrey et va découvrir un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Alors c'est un manga vraiment féerique, ou enfin plutôt magique, tant par son dessin que par son scénario. C'est Harry Potter, Des hein. traits. Oui, il y a un petit côté ça, mais on va pas tout à fait dans une école, et puis enfin, c'est pas... C'est Harry Potter parce que c'est de la magie et c'est très enchanteur, mais le parallèle s'arrête là. Le trait est Eh ben, je fais soigné, comme toi pour le mignon. Monopoly, en fait, c'est pour ça. Oui, t'as raison. Et détaillé au service d'un univers enchanteur où la magie est bien présente, mais où certains secrets sont gardés et où tout n'est pas si rose. Un vrai coup de cœur qui se laisse dévorer et que je ne peux que vous conseiller. Même ma femme, qui n'est pas fan de manga à la base, s'est laissée prendre à la lecture et est en train de la continuer. Donc c'est vraiment une très très chouette petite série qu'on trouve très facilement même en grande surface en plus. Elle n'a que 8 tomes, donc c'est relativement abordable à démarrer, loin d'un One Piece qui a atteint maintenant les 99 tomes. Et enfin, pour la dernière recommandation, de nouveau un manga, ce sera Death Note Short Stories, donc paru cette année. Alors, est-il encore besoin de présenter Death Note, ce manga devenu Tu sais que culte je ne connais absolument pas Death Note. dans lequel Light Yagami met la main sur le Death Note, cahier d'un dieu de la mort qui lui permet de tuer toute personne dont le nom est inscrit dans le carnet. Ce one-shot vous propose donc plusieurs histoires courtes prenant place dans l'univers du manga d'origine. Alors pour ceux qui connaissent pas Death Note, je peux que vous conseiller. Alors c'est sorti il y a 15 ans, Death Note, 15 ans après la fin de la sortie de Death Seulement Note, donc 15 ça ne ans. nous rajeunit pas. 15 ans la fin de la sortie, de l'apparition, donc 15 ans l'apparition du dernier tome, donc ça nous rajeunit quand même pas tout à fait. Honnêtement, Wally, tu nous déçois, hein. Ouais. Mais oui, mais je suis pas très. Les animés sont très très bons. Je suis pas très animé de Ouais. base. Par Donc, contre, voilà. on passera sur l'adaptation Netflix. oui, mais ça c'est toujours. Fouillez. Non, mais c'est un très très chouette manga, un peu plus sombre de ce qu'on pourrait avoir l'habitude quand on ne connaît que Dragon Ball et consorts. Et ceux qui connaissent pas Death Note, ben, passez votre chemin, mais allez lire Death Note d'origine, je ne peux que vous le conseiller. Ceux qui ont bien aimé Death Note et qui sont un peu nostalgiques, ben, ça sera une petite Madeleine de Proust à lire tranquillement, ce petit manga inattendu qu'on n'attendait plus 15 ans après la fin de la série. Et enfin, pour terminer, c'est un bon plan, donc c'est pas une recommandation de lecture, mais plutôt un bon plan financier, puisque DC Comics, comme à peu près tous les étés, fait une opération spéciale pendant laquelle une série de comics de la gamme sont à 4,90 € le comics. C'est à partir du 16 juin dans vos librairies. Et vous pourrez retrouver Batman Bane, tome 2 Batman Deathstroke, Batman le Pingouin, Batman l'Asile d'Arkham, Joker, Mauvaise Fréquentation, Harley Quinn Rebirth, Les Sirènes de Gotham, qui est très très chouette, que j'ai en VO et que je vais peut-être reprendre en VF du coup. Justice League Forever Evil, Suicide Squad Rebirth et Justice League Suicide Squad. Donc à chaque fois, c'est les premiers tomes de ces séries-là. Une bonne entrée en matière pour découvrir, pour pas très cher. Un chouïa moins quali que les mangas avec les hardcovers, mais à ce prix-là, on en redemande. N'hésitez pas pour cet été.
Merci Grumpy. Voilà, donc Grumpy, merci Bonne Doc. fille, bonne fille. Merci Doc. Donc les petits conseils de Doc Merci, Doc. pour cet été. Donc voilà, si vous voulez un peu lire sur la plage, tout simplement. Allez, écoutez, est-ce qu'on fait le Dragon Quiz Point ou non du coup on est que On peut le 3. faire, c'est des Dragon cartes, Quiz c'est Point. facile. On est que 3, on Moi le j'ai fait un quand coup de cœur même. quand même avant. Ah oui, je sais, j'ai pas oublié. Et moi aussi, j'en ai un. Allez, coup de cœur, c'est parti. Alors moi c'est un coup de cœur pour le site Torek, T-O-R-E-K Wargame Accessories, torek.fr. C'est un site web, je crois un magasin en France qui fait des accessoires de Wargame. Donc vous retrouvez des tapis un peu en type tapis de souris, enfin des tapis de jeu, un peu des décors en 3D, des accessoires de jeu, donc des trucs imprimés en 3D pour marquer vos unités, des lattes avec 2, 3, 6 pouces, des objectifs à placer sur la table, ce genre de choses. Et j'ai eu une petite mésaventure avec eux, puisque suite à une commande livrée en point mondial relais, c'est pas leur faute, mais je hais mondial relais. Euh, le mondial relais qui est censé sélectionner automatiquement le point relais le plus proche de mon domicile a décidé que le plus proche était une librairie en plein centre de Bruxelles, c'est-à-dire à 50 km et 50 minutes de chez moi. Je les ai quand même contactés voyant ça en mode il y a moyen de changer parce que là je vais pas aller le chercher le colis. Faut pas déconner non plus. Après 2-3 échanges par mail où ils me disent ah j'espère que vous pourrez quand même aller le chercher machin machin et que je explique ben non et que autour de chez moi dans un rayon de 10 km il y a quand même quasiment une trentaine de points relais, il y a moyen de faire mieux que Bruxelles à 50 km. Finalement il me dit ah ben je vous renverrai quand ça reviendra chez moi. Alors, je lui dis ouais mais c'est gentil mais moi je me sens un peu lésé, je vais attendre 3 semaines de plus pour avoir mon truc alors que j'y peux rien. Et finalement le gars m'a gentiment rappelé, a été hyper commercial, hyper agréable au téléphone et a accepté de directement me renvoyer un colis et je crois qu'il me l'a carrément renvoyé à mon adresse et pas en mondial relais. En s'excusant et en disant qu'il récupérait l'autre quand il reviendrait. Donc voilà, très chouette magasin, très bon C'est rare qu'ils service fassent ça. après-vente et très commercial, donc je ne peux que vous les conseiller. Top, top, top. Pardon, Kylian? Mais c'est rare. Oui, c'est pour ça que je On- tenais à... Ouais, ouais. Mon petit coup de cœur, ça sera ça sera Pokémon Go. Du coup, j'ai dit que je vous en parlerai, mais du coup, on a installé ça avec ma femme. Bon, tout le monde connaît Pokémon Go, ouais, voilà. Ah, mais par contre, j'étais étonné des mises à jour que le jeu a reçues, hein, parce que j'avais téléchargé en 2016 quand le jeu était sorti, et maintenant, le jeu c'est bien, peut-être pas peaufiné, mais en tout cas, il y a des choses qui sont rajoutées, les combats, etc. Hein, bon, même si ça vaut pas encore les jeux sur Game Boy, je trouve qu'il y a quand même c'est étoffé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, et du coup, avec ma femme, ça nous fait un peu sortir, marcher, on a un petit peu les objectifs, aller choper un Pokémon, un machin, un truc, et on se rend compte qu'on marche quand même beaucoup plus depuis qu'on a réinstallé Pokémon Go. Donc, voilà, pour l'été, je vous le conseille, si vous l'avez oublié, Vous prenez les réinstallez-le. enfants avec? Ouais, on prend les enfants, puis on va se balader, ouais, c'est ça. Et, Ah, tu m'as donné envie de m'y remettre et depuis que tu en as parlé, Zoé a reçu une draisienne qu'elle adore prendre en promenade et donc gérer la petite sur la draisienne, c'est pas possible de jouer à Ah ouais, Pokémon non, Go non, en il même faut, il temps. faut, faut, il faut, faut penser, faut prendre des trucs stratégiques quoi, pour pouvoir lancer des Pokéballs, quoi. Mais non, non, mais voilà, sinon, c'est. Et puis même le soir, on couche les enfants, et puis après, on va un petit peu se balader dans le village, et puis voilà, on fait 3 fois le tour du village, parce que bon, notre village est tout petit, forcément. Mais bon, voilà, franchement, pour l'été, je vous le conseille, et je trouve qu'à faire en couple, c'est vraiment chouette. Voilà. Écoutez, est-ce qu'on fait Dragon Quest Point là? Vous êtes chaud? Bon, Bah oui, je hein. Allez, pense c'est qu'il a parti. un tas de cartes à côté de moi. Même si on fait que 5-6 questions, autant le faire. Bah vas-y, je t'en Donc, prie, explique peut-être ce que c'est le Dragon Quiz, puis on se lance. ouais, aujourd'hui ce sera un Dragon Quest Point, donc un petit quiz basé sur le super quiz des jeux vidéo que j'avais reçu une fois à Noël exprès pour faire des Dragon Quest Point pas inspirés. C'est des cartes, on va retrouver 6 thèmes. Je propose déjà d'en faire une de chaque et on verra bien où on en est à ce moment-là.
Alors, Ouais. c'est des cartes. Je décline toute responsabilité quant à la réponse qui est inscrite dessus. C'est-à-dire que c'est la carte qui fait foi, avec la réponse qui est dessus, et vous pouvez me sortir Google, tout ce que vous voulez, pas d'accord, avec des preuves et tout. Bah non, fallait donner la réponse de la carte. Voilà, comme Ça ça. sent le truc poids. C'est les Bah après, cartes ça qui datent dépend de 1990, hein, bien la sûr. vétusté des questions, mais je crois que celui-là, ça va encore. Vous êtes prêts? Alors. Allez, petite question héroïne et héros. Suivant les pays, les Pokémon portent des noms différents, sauf un seul, lequel? Pikachu. Oui, un point pour Wally. Qui prend les points d'ailleurs? Je vais les prendre parce qu'à mon avis, je serais pas très Super. fort. S'il y a Mets-les quelqu'un dans la directement chat, dans le n'hésitez groupe. pas à jouer. Hein. Ouais, ouais. Vous pouvez marquer les points même quand on a dit la réponse. Oui, surtout quand il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui. Ce soir, c'est Non. foot et c'était beau temps, alors c'est mort. Ah, si les gens préfèrent le foot à Geeks League, ils Ah, ne méritent ça. pas. Ouais, ça, c'est. Dommage pour eux. Je crois qu'ils aiment surtout mieux la bière. Hein. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Sortir après tout ça. Ouais, Bon, ça bref, se confine. musique Contre, j'ai pas le Twitch. dans les jeux vidéo. Dans Fortnite, je sens que vous allez être expert là-dessus. Quel instrument de musique utilise-t-on pour accomplir un défi? Guitare. Une guitare. Non. Un synthétiseur. C'est pas ce qu'il y a écrit sur la carte, mais c'est pas Un le... Un piano. Ouais, presque. Piano électrique. Une Électronique. guitare piano. Non. Il a une caractéristique, ce piano. Un piano à queue. Une caractéristique de taille. Un piano électronique. Un Un petit s- piano. Un piano géant. Électrique. Oui, Un piano. un piano géant. Bravo, Grumpy. Oui. Oh, Ah, punaise. j'ai dit que je voulais la réponse de la carte. Hein. Putain, c'est une catastrophe. Ça, je vois même pas de quoi ça parle. On va pas prendre celle-là. Ah Ah, mais ça peut être marrant aussi, hein. De toute façon, les deux Ça autres, peut être marrant honnêtement, aussi. Si. C'est un manga qui se déroule dans un jeu vidéo et qui a été adapté en série télé, en film et en jeu vidéo. Comment s'appelle-t-il? Et j'ai des Horizon, propositions, mais non, Overlord. non. Hmm. C'est... Il y en a Ouais, beaucoup. non, c'est quelque chose online. Ah putain, je pense que je vois le truc. Il faut juste que le nom me revienne. Dofu. Je vois pas du tout. On peut faire une autre. Je vous laisse réfléchir le temps d'en trouver une autre. Oh putain. En plus, il est sur Netflix, si je me rappelle bien. Sword Art Online, on dit. Oui, je pensais à celui-là. Sword Art Online, c'est ça. Ouh. Donc un point pour Volusian Mid et un point pour Wally parce qu'il a répété bien gentiment Eh oui. le chat. Ça fait partie du jeu. J'ai pas regardé la chatroom. C'est très con. Voilà. Alors, dans la série Mario Kart, un peu plus de sérieux, s'il vous plaît. Qu'est-il impossible? Ah oui, mais il y a des choix, il faudra répondre vite. Qu'est-il impossible de faire avec les bananes? Se protéger, faire glisser un adversaire, reprendre de l'énergie. Reprendre de l'énergie. Reprendre de l'énergie. Ouais, Wally le premier. Alors. Ryuta Kawashima a inventé un programme d'entraînement cérébral sur Nintendo DS. Le Quel est son professeur vrai Layton. métier? Professeur Layton. Ah, il est neuropsychicien. Neurodocteur. Ouais, plus Neurophysicien. général. Ouais, c'est docteur, mais il y a docteur dans ce qu'a dit Wally, donc ça va compter. Il explose les scores. Alors, on trouve une bien. C'est le programme d'entraînement cérébral. Hein. Mais bon. Combien de zones propose le portail Toypad de la série Lego Dimension pour poser ses figurines? Oh, 6. Non. Bon, du coup, Wally laisse les autres répondre 8. parce que c'est des chiffres. Si tout le monde dit tous les chiffres d'affilée, ça va pas. 8 Non. pour moi. 9. Pire. Toujours pas aller à un deuxième tour de table? Ah bah 5 du coup. Non. 4. Vous avez le droit à Internet, hein? Non. Oui, mais c'est pas facile à trouver. Hein. Quand je vous... Tu peux poser la question peut-être? Grumpy, un dernier 30. choix? Combien de zones propose le portail Toypad? Donc c'est vraiment le truc physique
sur lesquelles Ah. on pose ses figurines. Il y a un certain nombre de zones sur lesquelles on peut poser les Ok. figurines. Ouais, mais Merde. avec ou sans Dans le Lego DLC? Dimension. Bah, 2 du coup. Non. Bah, 3. si. Je comprends Ouais, pas. 3. Grumpy 3. Mais- Ah, le centre, c'est aussi une zone? Ah oui, en effet, Ouais. 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 Voilà, je crois que j'ai fait 6 questions. Je sais pas si vous voulez continuer un peu. Bah, c'est bien, je pense. Hein. Vous voulez encore me donner des points, c'est ça? Non, c'est bien pour moi. Je sais pas pour moi. Allez, une dernière, parce que rien qu'en la regardant, je la trouve très fun, on terminera là-dessus. Attention, attention, je le veux fort, clair et correspondant à ce qui est sur ma carte, donc c'est pas gagné. Euh, Quel est le cri de guerre des lapins crétins? Ah Ah Je sais pas. Oui, S'ils ça disent- vient bois. Je pense que Grumpy l'avait. Ah, c'est on va lui bois. l'accorder. Ah, oui, d'accord. Voilà, un pauvre Grumpy. Et les réponses comme ça, je les laisse parce que bon. Voilà, on a saturé les micros. Désolé, hein, les gens qui nous écoutent au Désolé, casque. Hein. désolé. Ouais. Moi, je pense que ils sont encore rigolos, les petites questions de ce jeu. Et du coup, bah, je suppose que Wally gagne, c'est ça? Il y a un Wally gros paquet 4, si jamais vous Grumpy n'avez pas 3. d'inspiration un autre jour. Ah, Grumpy 3 quand même. J'ai bien fait de me Et moi méfier. 3 alors, du coup. Ouais, c'est Et ça. toi On a 3 mis les aussi. 3 points. Ouais, je te mets. Bah écoutez, on va clôturer ici le podcast, je pense. Bah du coup, pour une fois, ça sera un court podcast. Oui. Et du coup, Volution Med a quand même gagné 1 point. Ah oui, du Parce coup, que- on Volution va lui Med. filer un jeu, mais du coup, Méo est pas là. Mais est-ce On- que tu as déjà donné le jeu de la fois passée au gars qui l'avait Oui, gagné oui, mais oui, t'es pas là. il m'a recontacté, je lui ai donné. Donc Volution Med, je te recontacte sur Twitch dans la semaine et je te donne ton petit jeu, d'accord? Je me Voilà. demande s'il n'est pas sur notre Discord aussi. Je crois qu'il t'a pas entendu, les oreilles ne marchent plus. Ah oui, c'est ça. Oui, ou alors, oui, si tu es sur notre Discord, pas grave, j'ai pas d'ordi qui encaisse. Non, mais t'inquiète, les jeux qu'on te donne, ils sont tellement pourris que ça tourne sur un grille-pain. Ouais, ça tourne surtout. Hein. Mais écoute, on te filera quand même ta clé, tu pourras l'offrir à qui tu veux après, bon, c'est pas grave. Voilà, on va clôturer ici le podcast. J'aimerais remercier encore Jean-Philippe d'avoir rejoint pour parler donc, de Enable.lu. Donc il faut des impressions 3D, notamment des membres, des prothèses pour les enfants ou autres. Donc si vous voulez les contacter ou si vous voulez les aider, vous pouvez nous laisser un commentaire dans le podcast, ou envoyer un message à Geeks League, on transmettra, il n'y a aucun problème. Ou alors sur leur Facebook, je pense, voilà. Merci à mes chroniqueurs, merci aux gens de la chatroom. J'aimerais vous rappeler que Geeks League, il y a encore un Geeks League dans 15 jours, après ce sera les vacances. Voilà, donc on partira presque 2 mois. Du coup, en vacances. Et on reviendra donc le 3 septembre en présentiel, donc tous en vrai autour d'une table, avec des vraies bières, avec tout ça. Donc voilà, ça sera un petit peu la fin des retransmissions, en sachant qu'on gardera, je pense, quand même un format Discord, genre tous les 3 podcasts, on va faire un podcast en ligne. Voilà, on va voir un petit peu, mais normalement, c'est ce qu'on avait décidé. Écoutez, on va clôturer ici le podcast. Merci à tous et rendez-vous dans 15 jours. On vous rappelle qu'on est sur Discord aussi. Si vous aimez un petit peu Geeks League, si vous donnez votre retour, si vous voulez partager. On y est bien, on discute. On y est bien, ça discute, ça papote assez bien. Voilà, ça parle texte, ça parle un peu de tout. On rigole. Enfin, franchement, l'ambiance c'est assez sympa, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a les liens en commentaire, un peu partout, vous pouvez les retrouver. Et puis on a aussi une boutique si vous voulez acheter des goodies, etc. À l'effigie de Geeks League, voilà. Allez, on vous laisse ici. Rendez-vous dans 15 jours pour le dernier de la saison 11. Et surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao. Bye bye. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.
métal, et du métal c'est dur. C'est vraiment difficile pour moi à obtenir. Colonie ennemie, oh mon dieu, il y a des colonies ennemies. Colonie amicale. Ok. Oh, cher ami Geeks League, comment vas-tu? Comment s'est passé le podcast? J'imagine que ça s'est très bien passé pour ne pas changer. Alors, Ménérez, le jeu est en early access, hein, donc oui, ce sera effectivement possible à un moment ou à un autre de faire des comptoirs et d'avoir des relations diplomatiques